Alors rebonjour à tous et bienvenue dans l'interview des membres du forum DailyFX. Avec moi à ma gauche Jean-Claude Chabin, les deux autres invités arrivent d'ici peu. Nous allons donc aujourd'hui, pour une journée spéciale, la deuxième édition de l'interview des membres du forum DailyFX, parler un petit peu marché, parler du parcours des personnes et des membres du forum les plus actifs, ceux que vous connaissez certainement. Avec moi à ma gauche Jean-Claude Chabin alias Brown Teddy sur le forum DailyFX, qui va vous parler un petit peu de son parcours, de sa façon de trader, partager quelques trucs et astuces, également à noter sa vision des marchés, et ça sera tout de suite en salle de trading pendant 2 petites heures, voire même 2h30 si on déborde un petit peu, c'est à notre convenance. De toute façon la salle de trading est toute la journée ouverte pour nous. Je vous invite à poser vos questions sur le chat, je vous invite également à participer sur le forum DailyFX pour vous aussi, lors de la 3ème édition, faire partie de cette journée des membres du forum DailyFX, être invité dans nos bureaux. Pour les membres qui postent le plus, qui partagent le plus, qui respectent les règles du forum, qui sont dans une bonne ambiance, je les inviterai personnellement, je prendrai contact avec vous. Tout de suite, à quand même un petit avertissement sur les risques avant de commencer. Toutes les informations données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et ne constitueront en aucun cas un conseil d'investissement. DailyFX, FXM ainsi que tous les analystes ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés liés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire. Je passe tout de suite la parole et le micro à Jean-Claude Chabin qui va donc vous parler un petit peu de marché, de son parcours et de sa façon de voir les choses en trading. Jean-Claude, à toi la parole. Oui, bonjour à tous, donc merci Sylvain de me donner la parole. Alors comment est-ce que j'ai découvert les marchés financiers? C'est assez simple et un petit peu particulier en même temps. C'est tout simplement, j'ai cliqué sur une bannière publicitaire, je n'y connaissais absolument rien, mais ça me titillait depuis un petit moment. Je suis donc entré, je dirais, de la pire des façons dans les marchés, sur les marchés, à savoir que je suis arrivé sans expérience particulière, sans connaissance particulière, mais avec beaucoup d'enthousiasme, et j'ai donc fait partie de ce qu'on appelle les déçus du marché. Ça m'a coûté quelques milliers d'euros parce que je n'ai pas su tout simplement choisir un broker digne de ce nom. Le temps que je comprenne mon erreur, j'avais cramé quand même une certaine somme d'argent. Bon, ceci étant, comme un malheur finit toujours par déboucher sur du positif, j'ai fini par tomber sur un forum, DailyFX en l'occurrence, ce qui m'a permis d'être en contact avec les membres d'FXCM. Alors je précise que je ne suis pas là pour faire de la publicité, bien entendu, c'est à titre personnel que je le lis. Et heureusement, j'ai pu voir que des gens avaient quand même une vision saine du marché et étaient prêts à être autre chose que de simples commerciaux. J'ai donc ouvert un compte en réel, puis un compte en démo pour pouvoir un petit peu expérimenter des techniques de trading sans me mettre systématiquement dans le rouge. Alors donner des conseils, ça serait bien prétentieux. Moi j'ai une expérience de 3 à 4 ans. Je ne suis pas du tout issu d'une école ou d'un marché financier. Je suis plutôt un littéraire et un musicien. Donc a priori c'est pas incompatible, même si c'est pas forcément une approche classique. Donc je dirais pour cela que donner des conseils, je me garderai bien. Par contre donner des ressentis, des convictions, ça c'est tout à fait possible. Comme je l'ai déjà exprimé sur le forum, si j'avais un seul conseil à donner, ça serait la prudence. Ça serait d'abord de ne pas se prendre pour un professionnel quand on ne l'est pas, c'est un métier. Alors trader, ça peut être un plaisir, ça peut être une passion, mais il ne faut pas perdre de vue quand même qu'il y a une réalité économique, dès lors qu'on trade en réel et que ça peut faire très mal, très vite. Donc c'est d'apprendre la patience, c'est aussi une bonne école d'humilité, je dirais. Ça c'est à ne jamais perdre de vue. Alors je vous dis comment je suis venu à trader, tout simplement par hasard, comme sans doute pas mal de personnes, et puis je me suis pris au jeu. Après j'ai développé aussi des contacts, c'est important, des relations amicales, des échanges de vues. Et puis je me suis intéressé à une technique de trading particulière qui est l'Ishimoku grâce à Karen Pelwal, que je remercie une fois de plus. Et maintenant j'essaie un petit peu de faire partager à la fois mes connaissances mais surtout mes convictions, parce que je trouve que dans la vie il faut avoir des convictions et puis il faut les défendre, Et je pense qu'il est souhaitable et préférable de toujours œuvrer dans ce sens, et surtout de ne jamais perdre de vue le caractère humain, parce que malgré tout derrière tout ça il y a de l'humain, et pour moi ça compte beaucoup.
Alors mon expérience de trading en fait elle est récente. Je me suis rendu compte qu'il faut, je crois, ne pas vouloir trader tout et n'importe comment et n'importe quand. Il faut pouvoir choisir quelques actifs. Pour ça, il faut les connaître, il faut les expérimenter. Il y a des actifs avec lesquels moi je suis plus à l'aise, d'autres avec lesquels je ne le serai jamais. Par exemple, je ne traite plus le GBP USD parce que j'ai beaucoup de mal à suivre cette paire. Elle me déroute, elle me prend toujours à contre-pied, donc au bout d'un moment ça m'agace, donc je n'y vais plus. Je sélectionne quelques actifs. Je pense que le mieux, à mon sens, est d'en sélectionner 5 ou 6 sur des unités de temps assez larges, et déjà ça occupe beaucoup. Ensuite, ne pas hésiter en fonction de sa sensibilité. Si on se rend compte qu'un actif ne nous convient pas, on le laisse, on en prend un autre. Et puis surtout être capable, ce que je ne fais pas à mon sens encore suffisamment, de délaisser un actif si on voit qu'il ne se passe rien pour en prendre un autre. Peu importe, on remplace un des 5 actifs par un qui est plus tonique pendant un moment donné, et puis on poursuit son expérience comme cela, quoi. Après, chacun doit développer, à mon sens, sa propre technique de trading, à savoir, on peut mettre beaucoup d'indicateurs, on peut mettre beaucoup de techniques. Il faut trouver celle qui convient à soi-même, en fonction de son profil déjà, c'est-à-dire savoir quel est son profil éventuel d'investisseur. Est-ce qu'on est quelqu'un d'agressif ou pas trop? Est-ce qu'on est prêt à aller prendre certains risques ou pas? Parce que ça va évidemment influer beaucoup sur la technique de trading, quoi. Donc il faut du temps, il faut se tester, il faut surtout ne jamais perdre de vue, et c'est difficile des fois à admettre, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, c'est que quoi qu'on fasse, c'est le marché qui décide, et le marché a toujours raison. Ne pas vouloir se mettre en face et ne pas être jusqu'au boutiste, être capable de se rendre compte qu'on s'est trompé, et comme on dit souvent, de se couper une main plutôt qu'un bras. Donc ça c'est un élément. Après chacun voit un petit peu en fonction de sa sensibilité, être capable aussi peut-être de ne pas trader quelquefois, parce que ne pas trader c'est déjà trader quelque part, c'est prendre la décision de ne rien faire, d'attendre une opportunité plutôt que de se lancer dans n'importe comment dans des positions qui après vont nous bloquer parce qu'on n'aura plus suffisamment de marge pour suivre les marchés au moment où il faudrait. Donc être capable d'attendre sur les actifs qu'on a sélectionnés et de ne pas se précipiter. Voilà, dans un premier temps, voilà ce que j'avais envie de dire. La deuxième chose étant, à mon sens, de continuer à faire vivre ce forum des LIFX que je trouve plutôt sympa et qui pour moi n'a pas d'équivalent, quoi. C'est un des éléments qui m'ont vraiment boosté pour aller davantage suivre les cours, les marchés, parce que je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et de pouvoir échanger notamment, c'est quand même une porte qui nous est ouverte là sur un échange de vues, sur ne pas hésiter aussi à développer un journal personnel, ça c'est très formateur, ça apprend à être rigoureux, ne pas hésiter à inscrire tout ce qu'on a fait, ses mouvements, aussi bien ses gains que ses pertes, et puis essayer de comprendre quand on s'est trompé, pourquoi on s'est trompé, et de manière à ne pas faire d'erreurs récurrentes. Et puis ne jamais s'enflammer non plus lorsqu'on a réalisé des gains, quand on a été dans le bon sens. Tant mieux, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait du bien au moral, surtout quand on voit que les finances montent sur un compte en réel. Mais ne jamais croire que c'est arrivé, parce que tout peut aller très vite dans l'autre sens. Donc maintenir une rigueur, ne pas hésiter à échanger, et puis rester humble, parce que je crois que comme dans beaucoup de domaines, c'est un petit peu ça aussi qui doit dicter la manière de faire, quoi. Voilà, enfin moi en tout cas je suis très content d'être dans les locaux des FXCM, parce que ça fait très longtemps que j'avais envie de passer voir un petit peu cette équipe qui est quand même extrêmement sympathique et fort compétente, et d'avoir la possibilité de venir, d'être invité dans les locaux, de pouvoir échanger, voir comment les gens travaillent, voir comment ils fonctionnent réellement, quoi, en concret, et pas seulement sur du virtuel. C'est quelque chose d'extrêmement sympa et de très formateur. Donc je souhaite à beaucoup de membres du forum de pouvoir venir à leur tour échanger, et je pense que ça sera très formateur et que ça leur apportera énormément de choses. Voilà, je vous remercie dans un premier temps. Je repasse la parole à mon bon ami Sylvain. Alors oui, bonjour à tous. Bruno Saison, donc Lionel du forum DailyFX, vient de nous rejoindre. Il est actuellement dans les bureaux en train de boire un café à ma droite. Il va prendre la parole d'ici 2 petites minutes. On va laisser le temps de à Lionel de s'installer, de prendre
prendre voilà, comme on dit, le temps de se préparer. Une question de la part de visiteurs qui demande à notre ami Jean-Claude Chabin. Bonjour, vivez-vous du trading? Est-ce votre activité principale? Et si oui, au bout de combien de temps, années, êtes-vous devenu un trader gagnant? Alors, on va laisser la parole à Jean-Claude pour qu'il puisse répondre à la question de visiteur. Oui, bonjour visiteurs, donc merci pour votre question. Non, je ne vis pas du trading, hein. Comme je l'ai dit, je suis un trader amateur, je n'ai pas la prétention de pouvoir en vivre. J'espère pouvoir le faire un jour, mais bien entendu pour ça, il faut s'y préparer, hein. C'est comme quelqu'un qui veut devenir concertiste, hein. Moi qui suis pianiste, je connais un petit peu le problème. On ne devient pas trader comme ça en quelques mois, je n'y crois absolument pas. Par contre, on peut, oui, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est un marché réservé uniquement aux professionnels, mais il faut avoir la patience de bien se former et y aller étape par étape prudemment, et surtout déjà choisir des outils et des clients qui permettent d'avancer, hein. Donc FXM pour moi est une opportunité. J'ai eu malheureusement des expériences très négatives avec d'autres brokers, donc c'est pour ça que je dis souvent sur le forum méfiance, grande méfiance. Après, moi je suis convaincu que des particuliers peuvent apprendre à vivre du trading, mais il faut du temps et surtout il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc actuellement non, je n'en vis pas, mais par contre j'ai des positions, bien sûr, j'ai un compte. Mais ça ne me permet pas d'en vivre, non, pas du tout. Pas du tout. Alors, étant débutant, j'ai plus appris sur DailyFX que dans toutes les recherches Google que j'ai faites. Oui, je partage tout à fait votre point de vue, hein. DailyFX fait quand même énormément de choses, notamment les webinaires, les forums. Ce sont quand même des choses qu'on ne trouve pas sur la plupart des autres sites, hein. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup à apprendre. Après, il faut être curieux, il faut aussi aller chercher les infos, hein, aussi bien sur le forum que dans les fils. Ne pas hésiter à y consacrer du temps. Mais ça, c'est quelque chose de primordial, bien sûr, hein. Bon, je vais passer la parole à Sylvain qui va vous présenter un autre invité. Je vous retrouve plus tard. Alors merci à tous, on va tout de suite passer la parole à Bruno qui est donc plus connu sous le nom de Lionel sur Twitter, mais également sur Philérix, vient d'arriver dans nos bureaux, notre fameux Philippe Roux national. Donc ça va être tout de suite la parole à Bruno, donc Bruno Saison, Lionel, qui va vous raconter son parcours dans le trading, sa façon de voir les choses, qu'est-ce qu'il fait sur le forum, parce que Lionel tient un journal de trading sur le forum DailyFX, qui est d'ailleurs très bien alimenté, je le consulte régulièrement, et qui est très pointu dans son domaine. Je laisse la parole à Lionel de se présenter son parcours, son âge, sa vie dans le trading, et également ses petits trucs et astuces qu'il pourrait partager au quotidien. Bruno, la parole à toi. Alors bonjour, on me capte en arrivant. Tout d'abord, je vais remercier l'ensemble de l'équipe de DailyFX pour leur invitation. Je suis rempli d'écrans devant moi. Bonjour à tous les auditeurs. Alors la question, c'est qui je suis. Alors effectivement, mon pseudo c'est Lionel. Alors, pour la petite histoire, c'est le diminutif de mes deux filles. J'ai 43 ans. Je vis dans le sud de la France, dans le départ ce matin à 5h. Le café était le bienvenu. Je suis sur les marchés financiers depuis au moins une quinzaine d'années. Je ne vis pas du trading, j'ai une activité professionnelle à part entière. Le trading, c'est pour moi une passion qui colle également avec mon activité professionnelle puisque je travaille dans le milieu bancaire. Qu'est-ce que je trade particulièrement? Alors j'évolue au fur et à mesure, mais deux grandes directions en ce qui me concerne. Une première direction qui est le scalping, où je trade exclusivement le DAX pour des raisons de volatilité du DAX. Un point de spread, c'est toujours sympa, et puis il est plutôt précurseur en Europe, donc c'est celui que j'affectionne le plus.
Et puis depuis maintenant, on va dire une petite année, au moins la moitié de mon activité trading, c'est plutôt du swing trading avec l'utilisation d'Ishimoku. Lorsque je poste sur mon journal, entre autres, vous voyez, j'ai des graphiques un peu chargés, entre autres sur l'Ishimoku. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. J'ai fait comme certainement tout le monde, j'ai beaucoup écouté les intervenants qui expliquent comment ça se passe. Et puis après, c'est simplement du travail. Donc plutôt long terme avec Ishimoku, et puis une partie scalping sur la journée d'ouverture entre, on va dire, 9 h et 17 h. Voilà à peu près mon activité sur le scalping. Ce que j'aime, c'est effectivement échanger. Donc j'aime bien poster. En fait, lorsque je poste, ça a deux intérêts. C'est d'abord communiquer avec l'ensemble des membres. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis la deuxième chose, ça me force à faire de l'analyse et donc à être plutôt concis sur mes analyses, et ça m'aide en fait. Donc lorsque je poste, c'est aussi pour m'aider. Voilà un petit peu comment je trade. Alors après j'ai des contacts, je sais que Phil va parler tout à l'heure, donc je suis, on va dire, en permanence en contact avec lui. Donc je vais beaucoup écouter ce qu'il va dire, parce qu'il va vous présenter tout à l'heure quelque chose, j'en ai parlé avec lui hier, qui m'intéresse beaucoup. Donc j'apprends des membres qui sont plutôt des membres professionnels, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Alors, il y a des questions. Renato, bonjour Lionel, merci d'être là, de rien, c'est un plaisir pour moi. Vous auriez un ou deux trucs de scalping à nous montrer? Ouais, mais je crois que c'est plutôt prévu pour l'après-midi. Si j'ai. Alors, comment je fais du scalping? Alors d'abord, je ne scalpe que le DAX parce que j'ai pas 50 écrans comme je vois devant moi là, donc c'est vrai que ça serait utile. Moi, je travaille sur un portable. À la rigueur, quand je suis à la maison, je me mets sur le grand écran, sur l'écran 140 pouces, ça c'est vachement bien, mais c'est pas toujours le cas. Lorsque je fais du scalping, en fait, bon, j'ai comme nous, comme tout le monde, un écran prédéfini. Je travaille plutôt en recherche de points. J'ai écrit, je crois, la semaine dernière que pour moi l'élément le plus important, c'est trouver le bon point d'entrée. Donc je recherche le bon point d'entrée. J'utilise le volume profil. Je redis, Philippe m'a passé ce qu'on appelle le TPO, qui permet effectivement de détecter les pics et les POC. Donc moi ça m'aide beaucoup. Donc ça c'est le premier outil que j'utilise. J'utilisais en scalping beaucoup le MACD. Malheureusement, je m'aperçois que c'est un outil qui est un outil retardé, et donc j'essaye de l'utiliser de moins en moins. Et je tends à apprendre, et je vais écouter tout à l'heure ce que va dire Philippe sur la partie divergence qui m'intéresse beaucoup. Donc je lui mets un petit peu la pression, il est devant moi, il rigole, il a une grosse pression. Voilà les outils. J'ai quelques petits outils automatisés d'aide à la décision. Je ne fais aucun trading via du robot. Faut juste me dire quel écran je regarde. Ah, ça c'est les questions. Stéphane, vous utilisez les Ishimoku pour le scalping. J'utilise l'Ishimoku pour le scalping. Alors moi j'utilise le 1 minute. J'ai essayé de me mettre en tick, mais j'y arrive pas. Donc j'utilise le 1 minute. Oui, j'utilise l'Ishimoku qui m'aide en fait à détecter la tendance, mais ça se limite à ça. Ça c'était une question qui venait de Stéphane. Hervé me dit bonjour. Bonjour. Tartu, je remercie beaucoup FX Daily pour leur courage, car certains c'est payant pour avoir des chatters. Dommage, j'ai mal à la main, c'est difficile. Oula, il n'y a pas de question. Je prends la souris. Appuyer sur plus ici. Sur plus. Sur cassure de la SSB,
et de la Kijun. Ben non, j'utilise plutôt le volume profile pour trouver mes points d'entrée, hein, plus que l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, je le fais plutôt sur du swing training. Bonjour Lionel, une question de Soeb. Combien de temps vous tradez par jour? Faut-il surveiller les marchés toute la journée en attente d'une bonne position pour entrer ou d'une information? Alors si on veut faire du scalping, il faut effectivement être devant l'écran en permanence. En général, je prends en scalping des positions très courtes. On va dire que ça va entre 10 secondes et 5 minutes. Si vous faites du swing training, très honnêtement, moi le swing je le fais ou en 15 minutes ou plutôt en 3 heures. Donc regardez l'écran si vous êtes en 3 heures, ça sert à rien. Sauf effectivement si vous avez des informations particulières, je pense à un IPC ou des choses de ce type. Nobelum, que je salue, j'ai régulièrement échangé avec lui. Lionel, nous te suivons depuis un certain temps et ce qui nous frappe, c'est le changement permanent de stratégie. Au final, quelle stratégie utilises-tu? J'ai répondu tout à l'heure. Maintenant, je le dis, je ne suis pas un trader professionnel. Donc j'apprends tous les jours et donc il est fort certain que très régulièrement je rechangerai de façon de trader. Maintenant si vous regardez ce que j'utilise, quel que soit l'indicateur utilisé, ça ne change pas finalement grand chose. Qu'est-ce que vous pensez du franc suisse JP, donc du franc suisse yen? Je ne le traite pas, donc vous poserez la question à Vincent. Je pense que c'est Vincent qui répond à ce type de questions. Alors, débutant, Eric écrit débutant. Le fait de trouver un point d'entrée est vraiment assez compliqué. Des conseils? Alors ça c'est une question relativement sympa. Je suis inondé de questions, ça va plus vite que ce que je ne peux répondre. Alors sur les points d'entrée, le conseil c'est peut-être d'étendre la durée. Contentez-vous pas du 1 minute, étendez les durées, mettez-vous sur du 1 jour ou du 4 heures, 3 heures. Vous verrez les points d'entrée principaux. Là j'ai un écran sur le DAX là, devant les yeux. Là c'est le CAC, mais je regardais celui-ci là. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. J'ai en point j'ai du 11432. C'est du M15. Donc on voit que 11432 c'est un point relativement sympathique. Il y a un canal baissier, il y avait un canal baissier, mais il vient d'être cassé, donc là on peut penser qu'on a un support à 11484. On a été chercher les 11500. Voilà, les points de support et de résistance, ils sont assez faciles à tracer avec un petit peu d'habitude. La vraie question, ou une solution, c'est d'écouter ce que disent et Sylvain et Vincent, qui généralement vous donnent les points si vous débutez. Oracle, comment faites-vous pour travailler en banque et faire du scalping sur le DAX? Je réponds pas à la question. Alors, de la part de Soeb, j'ai répondu déjà à cette question. Je disais que j'étais connecté. Alors, je reçois de moins en moins de personnes, pour être clair. J'ai un petit peu de temps dans mon activité. Salut, as-tu essayé le MACD avec des réglages? J'ai essayé tous les réglages. 9, 19, 6, le 535, les réglages classiques. Moi je trouve que c'est un indicateur assez sympa parce qu'il est graphiquement visuel. Le seul problème de cet indicateur, c'est qu'il est retardé. Et donc pour l'utiliser en scalping, c'est malheureusement souvent un petit peu en retard. Voilà, c'est le seul inconvénient. Par contre il est hyper visuel. Auriez-vous une stratégie swing forex simple à mettre en place? Si c'était simple, je serais professionnel. Il n'y a rien de si simple en bourse. Hier, j'ai fait de l'euro-dollar. Je me suis planté. Enfin, j'ai été stoppé à 0. Voilà, j'ai été trompé. Moi, j'utilise par contre l'Ishimoku sur le swing, sur les positions swing. Que pensez-vous de rapport date euro-dollar en tant que banquier?
Il me semble que le DAX ignore totalement le résultat européen en ce moment. Alors, je vais juste préciser, je ne vous citerai pas le nom de la banque, mais je suis directeur d'une agence bancaire. Je ne suis pas dans les hautes sphères et donc je n'ai pas d'avis particulier sur ce sujet. Salut, te sers-tu du RSI en pénétrant zone achat? Non. J'utilise un indicateur, peut-être que j'aurai le temps de vous le montrer cet après-midi, qui me trace automatiquement les divergences. Voilà. Mais je redis tout à l'heure, Philippe vous montrera un indicateur à peu près similaire, parce que j'ai mis les deux hier en confrontation, on retrouve, qui vous permet également de retrouver ces mêmes points. Voilà, j'ai réussi à répondre à quasiment toutes les questions. Je suis désolé pour ceux que j'ai zappés. Je vais repasser la parole à Sylvain. Merci. Donc, merci à toi Bruno, donc c'était un exercice qui est bien évidemment difficile quand on n'a pas l'habitude de faire des lives, donc c'était une super prestation, rien à dire, les questions ont été répondues, n'hésitez pas à poser vos questions tout de suite. Notre troisième intervenant, Philippe Roux, qui va donc répondre à vos questions sur ces techniques de trading, sur le RSI, notamment l'utilisation du RSI et du scalping DAX avec divergence RSI. Phil, d'ailleurs je peux t'ouvrir si tu veux un graphique et tu peux nous faire une petite analyse technique du... Voilà, donc en fait il a préparé une présentation qu'il va vous présenter cet après-midi, donc une présentation complète, mais vous pouvez éventuellement avoir un petit aperçu de ce que ça va être pour cet après-midi. Posez vos questions, il va vous présenter un peu son parcours, ce qu'il fait au quotidien, c'est tout de suite dans la salle de trading DailyFX. Alors Philippe, tiens, je vais te passer la parole. Hop, bonjour à tous. Si vous pouvez me dire si le micro est pas trop près, trop loin, parce que je sais que des fois il me casse les oreilles moi à la maison, donc on va partir du principe que c'est bon. Alors, moi ce que je vous propose à la limite ce matin, vu que je vais vous faire une présentation un peu plus cadrée et tout, parce que la dernière fois c'était un peu folklorique, du coup cette fois je me suis dit que j'allais préparer un truc carré pour être sûr de tenir une belle logique et pour que ce soit bien structuré pour vous. Du coup ce matin à la limite on a qu'à se faire question libre. Moi je vais faire limite ma petite analyse parce que du coup je viens d'arriver dans les bureaux, j'ai toujours des trades ouverts en vérité, et du coup je vais faire mon petit tour en même temps comme je ferai chaque matin, je vais le faire avec vous à la limite, et puis je vais essayer de regarder, ou Sylvain va essayer de suivre les questions de temps en temps, et puis s'il y a des questions intéressantes on va les prendre au passage en direct. Voilà, donc à la limite de toute façon, moi vous le savez de toute façon, c'est que le GER30, que le DAX. Donc je préfère trader un actif que je connais sur le bout des doigts, au moins je sais à qui j'ai affaire. Donc du coup, on va commencer par créer quelques graphiques. Hop, moi il va me falloir un CAC, voilà, on va se mettre en M15. Ok, et encore un autre. Et on va prendre l'US 30 au choix, ou SPX. Entre les deux. En ce moment, je balade un peu entre les deux. Je sais pas trop sur quel pied danser. Voilà. On va dézoomer un petit peu, peut-être. Je vais dézoomer comme ça. Je vois aussi bien. Voilà. Hop, on va regarder pareil où on en est sur le CAC. Je vais revérifier peut-être, mais il me semble de mémoire que le bas du gap sur le CAC était à 5055, et je vois que du coup on l'a fait, et apparemment uniquement sur le futur. Ce qui est parfait. Parce que du coup ce matin à 9h, on était largement au-dessus. Ah non, mais toi t'es décalé d'une heure, Sylvain, non? Ouais, donc 8h c'est 9h, ok. Donc ouais, le CAC ouvert là, au-dessus du gap. Donc voilà, le gap en fait qui était ici. Du coup, on est allé le chercher, le bas du gap, uniquement sur la partie future. Donc le cash n'a toujours pas comblé le gap, ce qui est une très bonne chose. En plus, du coup, on rebondit directement à l'ouverture. Donc ça veut dire un gap cash préservé, voilà, qui est donc ici, là. Donc celui du DAX, on l'a comblé, le CAC n'est pas comblé, et on a l'air de vouloir rebondir aujourd'hui. On bute sur un premier niveau, mais a priori, on devrait aller un petit peu plus loin. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Ah, putain. Comment on va faire? Est-ce que je vais arriver à la choper? Non. Hop. Merde, bon, je vais y arriver.
Voilà. Donc ça va être à surveiller très clairement aujourd'hui. Surtout sur le CAC. Honnêtement, vu la journée qu'on a fait hier, moi je vous avoue qu'aujourd'hui je vais regarder plus précisément le CAC plus que le DAX. Hier le DAX a été très sale. Vraiment très très sale. Bon, il y a des gens qui n'ont pas vraiment compris pourquoi je disais que le DAX était sale, mais quand on voit la différence par rapport au FRA 40, les niveaux techniques ont été beaucoup plus respectés sur le CAC. Le DAX hier a fait un peu n'importe quoi, enfin en tout cas moi, par rapport à ce que j'utilise moi. Je regarde un peu les questions. Alors l'indicateur et tout ça, j'en parlerai cet après-midi. Je vous les montrerai du coup. C'est en cours de revue apparemment par les équipes. Enfin c'est normal, ils veulent vérifier le travail avant de le mettre au public. Du coup, ça arrivera. Je sais pas. J'ai aucune idée. C'est la première fois que je vais publier un indicateur chez eux. Donc je suis un peu dans le flou. Ça n'existe pas. Donc là. Effectivement, moi j'ai les alertes là, je sais pas si vous avez entendu, mais du coup on a les PMI market zone euro qui arrivent. Du coup j'ai pas vu les PMI de l'Allemagne ce matin, j'ai vu celui de la France qui était pas fantastique, mais qui est passé en dessous de 50 si je m'abuse. Aide-moi Vincent. Les PMI de l'Allemagne ce matin. Ouais, mais l'HKG a pas super baissé, je crois, j'ai pas regardé non. Ok, l'Allemagne aussi? Mais au-dessus de 50. Ouais. Ouais. Oui, ça j'ai remarqué. Ok. Ouais. Bon, donc apparemment, de toute façon, on a tellement vendu hier sans véritable... on a poussé baissier hier. Il y a toujours des raisons, hein, on les trouve en général après. Donc je ne vais pas dire que le marché a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, parce que de toute façon, le marché a toujours raison. Mais voilà. Donc vous voyez, à mon sens, ce qui va se produire encore aujourd'hui, ce qui a de fortes chances de se produire aujourd'hui, c'est qu'il va effectivement falloir regarder le CAC de plus près, parce que vous voyez, les contacts des obliques vont se faire avant le DAX. Et ce qui va m'intéresser en premier lieu aujourd'hui va être le contact du CAC avec cet oblique-là. Et si jamais on devait avoir un dépassement, là pour le coup ce serait vraiment fantastique, parce que moi, pour ceux qui ont suivi sur Twitter, je suis encore acheteur d'achats que j'ai pris hier, des pas très bons achats, j'ai passé une mauvaise journée hier, mais pour mon sens on n'avait pas encore passé les niveaux qui me forçaient à prendre une perte, donc j'ai toujours tenu, voilà, j'ai un mauvais prix de revient, mais je suis toujours acheteur et j'espère toujours qu'on corrige la très mauvaise série qu'on a fait hier. Laissez-moi trouver un RSI, voilà. Bon, cet après-midi je remplacerai avec un indicateur que j'utilise moi, que je trouve plus lisible que le RSI. Parce que là effectivement le RSI donne pas grand chose, si ce n'est une possible divergence baissière cachée. Mais ça j'avoue que je suis pas encore super fan. Ça y est, ça charrie à côté, ça commence bien. Non, mais voilà, bon, de toute façon, là, c'est vrai que ce matin, on a poussé fortement, donc là, il est logique qu'il y ait un léger petit retracement avant d'aller attaquer cette oblique, mais en toute logique, on devrait y aller, en tout cas, moi, je vois aucune chance, je vois aucune raison de ne pas y aller. Voilà. Hop, donc on voit la belle accélération derrière à cassure de cette oblique là ce matin. Ok, donc le CAC vraiment très propre à la lecture ce matin, vous voyez, on casse la première oblique, on va chercher probablement la seconde, on temporise un peu mais on va y aller. De là dire qu'on va pouvoir l'attaquer comme ça dans la foulée, j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes parce que voilà, effectivement, même si le CAC a maintenu son gap et juste aller le chercher en futur, en soi ça c'est un signal très positif. Ça veut dire que là techniquement, en tout cas techniquement, le CAC pourrait même aller rechercher au moins, pourrait aller essayer de rechercher ses sommets sans forcément y arriver. Mais si on parvenait déjà à casser cette oblique là, c'est à très forte probabilité d'aller au moins chercher ce niveau là,
qui amènerait quand même le DAX assez haut, parce que du coup vu que le DAX a fortement baissé, si on devait retracer tout ça, on irait très fortement et très rapidement à la hausse, je pense. Regardons un petit peu côté des US. Voilà, donc moi hier soir c'est pour ça que j'ai tenu mes achats, parce qu'effectivement quand on était ici hier, il y avait un risque baissier, il y avait un risque que l'US 30 qui avait déjà pris une énorme séance dégueulasse avec les publications de chiffres d'entreprises US, qui a donc vachement pesé sur l'US 30, beaucoup plus que sur le SPX d'ailleurs. Voilà, et là donc je vais mettre un petit niveau de Fibonacci qui me parle beaucoup justement, hop hop, voilà. Ah putain, désolé, j'ai un peu de mal avec la souris de Sylvain, voilà. Hop, donc on va mettre le 23.6 même s'il n'est pas très utile, et moi j'aime beaucoup le 76.4 aussi, je vous expliquerai cet après-midi pourquoi. Et voilà, donc moi hier ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait d'arriver... Voilà, on avait un support par là, je ne saurais pas exactement à quel niveau il était, je ne vais pas mettre chart, mais voilà, je dirais par là. On est arrivé dessus, j'ai vu qu'on l'avait cassé, on a fait l'excès typique pour aller chercher le retracement 61.8 derrière, et à partir de là, deux vagues baissières, c'est un grand classique, il y a peut-être une troisième possible, mais donc on va parler statistiques dès le matin si vous voulez, mais bon voilà, statistiquement quand on baisse comme ça, c'est-à-dire une première vague baissière, une deuxième qui est divergente, bon là je vous le dis, j'ai même pas d'indicateur, je sais déjà que c'est divergent. D'accord, ouais je dirais une petite vague de questions après. Ceux qui disent nous aussi on est acheteur avec Rod, bah, j'espère bien. Si Rod est d'accord avec moi ce matin, c'est que c'est bon signe. Quand on tombe d'accord tous les deux, en général ça se produit. Voilà. On est souvent en désaccord avec Rod au final, et il a beaucoup plus raison que moi en plus. Mais voilà, si on est tous les deux d'accord aujourd'hui, effectivement, tant mieux, et tant mieux pour moi, ça m'évitera aussi à prendre une perte, et je compte même peut-être même sortir un beau gain derrière ce raté d'hier. Mais bon bref, donc quoi qu'il en soit, revenons les analyses techniques. Donc voilà, côté US, je pense que la baisse est terminée, en tout cas à court terme. On va rajouter un RSI aussi pour vérifier, je vais le foutre en H1 parce que j'ai vu que c'était l'UT qui marquait le plus les divergences en ce moment. Voilà, on le voit bien effectivement, je vous l'ai dit, j'avais pas besoin de mettre l'indicateur pour le voir, hein, mais voilà, c'est divergent. La baisse en deux temps avec un deuxième temps plus calme que le premier, voilà, ça en toute logique, c'est toujours divergent, je vous dis, il n'y a pas besoin de voir l'indicateur, en tout cas c'est le cas. Donc à partir de là, les probabilités, en tout cas moi celles que j'estime, c'est déjà de toute façon à court terme on va être obligé d'aller chercher une résistance, un niveau de résistance cassé récemment, donc là le Dow a 99% de chance d'aller rechercher ce niveau-là, au moins le tester. C'est obligatoire avec forte probabilité de le dépasser. S'il ne le dépasse pas, ce sera retour sur le support, et là pareil, on va dire, allez, je dirais à vue de nez sur une formation comme ça, c'est 80% de chance de faire un double bottom dessus et de rebondir derrière. Pour un rebond d'abord technique dans un premier temps, et ce qu'on va faire après, c'est tout simplement tracer un autre niveau de Fibonacci. Bon, je le trace par anticipation, d'accord. Ok, je le trace donc par anticipation. Pareil, je vais mettre le 23.6 et le 76.4. Ok. On va essayer de le mettre d'une autre couleur, ce serait pas mal. On va le mettre en rouge celui-là. Voilà. Donc voilà, du coup, là en fait, les retracements de Fibonacci à la baisse, enfin de toute la hausse, c'était les objectifs baissiers. Le 61.8, comme je vous l'ai dit, c'est le Fibo de la dernière chance, j'en avais déjà parlé la dernière fois, c'est-à-dire que quand ce Fibonacci est maintenu, voilà, et je considère que la petite mèche là n'est pas considérée en tant qu'une cassure pour moi. C'était un excès au Fibonacci, mais voilà, on l'a dépassé, mais si on revient le chercher et qu'il est maintenu, je le considère comme non cassé. Voilà, une seule mèche dessous, je considère pas ça comme cassé. Bref, donc voilà, pour moi le Fibonacci 61.8 est maintenu, on se maintient au-dessus et en plus on est divergent, donc là il y a une très forte probabilité de rebond technique. Mais à partir de là, un Fibonacci 61.8 préservé, c'est pour moi continuation de la tendance en cours qui est haussière, retracement 61.8. Au-delà du retracement 61.8, on va très général, enfin très quasiment à tous les coups, on va rechercher les plus bas récents, donc on retrace l'intégralité avec une forte probabilité de poursuite derrière. Mais là voilà, on maintient 61.8, donc là, à mon sens, l'US 30 a probablement terminé sa correction. Je dis bien probablement, c'est-à-dire que je ne peux pas prédire le rythme de marché à plus que ce que je peux voir. C'est-à-dire que maintenant, je vais attendre de voir à quelle proportion on va retracer cette vague de baisse qu'on vient de faire. Voilà. Donc, à partir de là, voilà, moi, les Fibonacci sont plotés. Vous voyez effectivement le premier retracement 23.6 qui correspond en plus avec le premier niveau de résistance que j'ai identifié tout à l'heure. Donc là, effectivement, on va très probablement aller chercher cette zone-là
sur l'US 30 dans la journée. En tout cas, eux, c'est ce qu'ils vont faire quand ils vont ouvrir, si nous, on les aide pas à monter ce matin. Voilà, niveau qui sera, à mon sens, vu qu'on est soutenu par la divergence, très probablement dépassé. Voilà, c'est un contexte très classique qui se reproduit très souvent. Voilà, je le trace pour que ce soit visible. Voilà, c'est un biseau classique. Voilà. Ah, ouais, bon, il est gentil comme biseau, mais ça reste un biseau. Voilà, ça reste un biseau. Donc, une formation de chartiste en biseau, en général, ça traduit une divergence. Voilà. Bon, enfin, c'est l'un dans l'autre. Donc, mais voilà, c'est deux signaux qui vont ensemble très souvent, et quand on a ces deux signaux, en général, soit on revient effectivement faire le double bottom, et alors là c'est très puissant et on casse tout de suite sans la moindre hésitation, c'est-à-dire que on passera au premier contact sans problème. Si on revient que cette fois le niveau là est bien maintenu et on éclatera sans le moindre souci, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une probabilité aujourd'hui d'aller chercher le premier retracement, voilà, d'échouer dessus, revenir faire le double bottom et ensuite de tout éclater et d'aller chercher le 38 et probablement le 50 dans la foulée. Voilà. Avec le double bottom, on pourrait théoriquement aller chercher au minimum le 38% et je pense avec un excès le 50 dans la foulée. C'est un scénario, voilà. Ça, c'est juste un scénario. On peut tout à fait aussi échouer ici, remettre une vague baissière, passer. Voilà, il y a toujours des probabilités d'échec. Voilà. Mais quand on joue un scénario, je vous en parlerai cet après-midi, en dehors du ratio risque-rendement, c'est-à-dire la distance que vous allez mettre entre votre stop ou en tout cas le niveau à partir duquel vous allez anéantir votre scénario, c'est-à-dire accepter de prendre une perte, enfin votre niveau de stop quoi, et votre objectif théorique, voilà, c'est donc votre ratio risque-rendement. Là par exemple, vous voyez, si le Dow venait à refaire un contact ici et que je décidais de me positionner acheteur, ce que je ferais très clairement si je tradais le Dow, positionner acheteur ici, vous pouvez trader ça en mettant un stop quelques pips en dessous du dernier bottom. Voilà, un stop ici, vous mettez un objectif là, ça vous fait un risque ratio rendement d'1 pour 4 minimum. Le 38%, vous êtes quasiment sûr de le choper, avec peut-être même une probabilité de poursuite au 50. Voilà, donc vous avez un très bon risque ratio rendement et une très forte probabilité de réussite, puisque comme je vous dis, au double bottom ici, la probabilité de passer en allant plus bas, moi je l'estime à moins de 20%. C'est-à-dire que là, en l'état, voilà, à moins qu'on latéralise vraiment fortement pendant un moment et qu'il n'y ait toujours pas de rebond, je vous en parlerai ça effectivement cet après-midi, c'est-à-dire que le catalyseur divergent, donc les divergences standards comme les divergences cachées, ce sont des éléments qui perdent de leur sublime avec le temps. C'est-à-dire que plus une divergence met de temps à se valider, et plus son potentiel catalyseur diminue. Voilà. C'est-à-dire que là, si on venait effectivement à latéraliser sur ce niveau comme ça, sans rebondir, la probabilité de cassure augmente. Voilà. C'est-à-dire du coup, on sera peut-être plus sur du 20% de cassure, le temps, ça augmentera avec le temps. Voilà. Donc à partir de là, on accordera le scénario en fonction. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, si véritablement on stagne et qu'on reste capé par cette oblique sans jamais s'en affranchir, et bien au bout d'un moment, si on voit qu'on attaque le support, il va falloir sans hésiter couper sa position et se dire c'est terminé, se replacer vendeur, et comme je vous dis, la cassure du Fibo 61.8 nous mène 80% des cas vers les plus bas récents. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudra, à partir de ce moment-là, arrêter les scénarios haussiers et chercher à se repositionner vendeur, pas à n'importe quel prix, évidemment, et à vendre pour cette fois placer un objectif sur les plus bas. Voilà. Je vous dis, après, je vous en parlerai cet après, moi, je suis un trader par anticipation. Oh là là, le DAX. Ça, c'est le GR30 là que j'ai... attendez, je vais remettre le GR30. Oh là là, le DAX, c'est magnifique. Voilà, bon, c'est super. Moi, je suis arrivé à mon PRU, donc c'est fantastique. Je vais très certainement, d'ailleurs, aller prendre une partie de mes bénéfices bientôt pour sécuriser sous l'oblique. Voilà. Attendez, du coup, je suis désolé, il va falloir faire deux choses en même temps parce que du coup, je vais aller le faire sur le téléphone. Hop. Alors, on va justifier la hauteur pour y voir bien. Voilà. On va se mettre pareil un petit indicateur de momentum pour avoir un petit avis. Tiens, attendez, voilà, je vais mettre celui que je préfère moi. Je préfère le TSI. Voilà, donc, pour ceux qui se posent la question, un TSI, ça reste un indicateur de momentum, c'est-à-dire que ça fournit techniquement la même indication qu'un RSI.
mais d'une manière un petit peu différente. La méthode de calcul n'est pas la même. Vous avez, j'espère que vous l'avez vu et que vous l'avez écouté très très attentivement, le webinaire qu'a fait Vincent en début de semaine, je crois, c'était cette semaine il me semble, et qui était fort intéressant, je veux dire. J'avais déjà, bon, vous voyez, j'ai mal tracé mon oblique, on est déjà quasiment au contact. Donc là, voilà, pour moi, il est temps d'aller sortir quelques positions parce que j'étais très nettement surexposé. Donc je vais jouer effectivement la cassure, mais je vais libérer quelques positions acheteuses pour me repositionner éventuellement sur un repli. Mais déjà dans un premier temps, au moins limiter mon exposition au marché parce que je suis très clairement surexposé. Alors là c'est génial, il ne va pas se connecter à mon compte, ça commence bien. J'arrive pas à me connecter à mon compte. Ah là si je peux pas clôturer, ça va pas durer longtemps là, hein. Je pense qu'il faut que je me bouge parce que... Aïe 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 aïe. Pourquoi il veut pas se connecter c'est... Ah voilà, oui. Ouais, non mais là ça va retracer assez vite dessous parce que c'est pas là vu la dynamique du prix, voilà, je vous en parlerai cet après-midi. Voilà, moi ce que je trade avant tout c'est la dynamique du prix, le price action. Et là avec un price action pareil, la cassure est quasi impossible. Voilà, alors mes positions ouvertes, voilà, je pense que je vais clôturer celle-là. Ok, voilà. Envoyer. Et je vais en clôturer une deuxième. Qui était... Je vais clôturer celle-là. Peu importe, de toute façon, c'est pareil. Donc j'avais 5 positions acheteuses ouvertes. Il m'en reste maintenant 3 et ça me... Je vais peut-être même en sortir une en gain. Voilà, je vais sortir celle-là. Clôturer. Envoyer. Hop, voilà. Donc là, sur les 3 que je viens de sortir, ça me fait un solde à... Alors, attendez que j'aille voir du coup. Hop. Ça m'a fait un solde à moins 20. Voilà, donc là, j'ai sorti des positions. J'ai sorti celle qui était le plus mal placée de mes positions acheteuses pour un solde à moins 20. J'en ai sorti une en gain, 2 en perte. Voilà, un solde à moins 20. En même temps, je le mérite, j'ai pris des positions dégueulasses. Je me suis positionné acheteur ici. Et j'étais déjà surexposé à ce niveau-là, ce qui fait que j'ai pas pu racheter les niveaux inférieurs, parce que j'ai des règles que je respecte et j'espère que vous en avez aussi. Attendez, pardon, j'ai oublié complètement de lire les questions. Alors, oui, voilà, effectivement, un webinaire magnifique de Vincent sur le RSI. Voilà, très 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 intéressant. Donc oui, bah alors allons-y, c'est l'occasion de rebondir là-dessus. Donc si vous voulez avoir la différence entre un RSI et un TSI, donc la différence, donc RSI Relative Strength Index, et TSI True Strength Index, c'est-à-dire que vous voyez déjà, bêtement comme ça, il n'y a qu'une lettre qui différencie et les deux autres veulent dire la même chose. Voilà, donc c'est, si vous voulez, en fait le TSI, en principe et dans sa méthode de calcul, la personne qui l'a créé souhaitait en fait créer un espèce de pont entre le RSI et le MACD, parce que le MACD est par définition un indicateur qui a un lag, un indicateur qui a un retard puisqu'il utilise des moyennes mobiles, et le RSI lui est un indicateur en quasi temps réel, enfin en temps réel, oui, si, mais qui affiche des signaux assez bruts, c'est assez brutal le RSI. Non, si j'ajoute 2 TSI, ça n'a aucune importance, c'est un RSI qu'il faut ajouter, voilà. Voilà, vous allez voir tout de suite la différence. Si vous voulez, je vais même faire voilà, on va faire pédagogique. Je vais mettre un MACD. Comme ça, vous allez voir l'objectif en fait qui a été posé à la base de cet indicateur. Vous voyez en fait, si on prend un RSI et un MACD, vous voyez qu'en fait le TSI, c'est pas véritablement un mélange des deux, mais en tout cas, en termes de rendu de l'indicateur, ça correspond effectivement. Vous voyez, ça suit véritablement les courbes du RSI, sans avoir tous ces pics, c'est-à-dire on a effectivement un peu de lag sur le TSI, pas beaucoup, pas énormément, mais le rendu est beaucoup plus lissé, beaucoup plus visuel, et ça apporte un autre avantage à mon sens, c'est que cet indicateur-là n'est pas borné. Voilà, donc pour ceux qui l'avaient suivi dans le webinaire de Vincent, il vous expliquait qu'effectivement dans la méthode de calcul, le créateur du RSI a volontairement borné cet indicateur entre la valeur 0 et 100, et ah non mais ça c'était magnifique, je parlais, je l'ai même pas vu en plus. C'est très bien. Ils l'ont sur
Alors voilà, on va laisser Sylvain qui veut frimer un petit coup. Voilà. Sylvain qui frime, il a pris 20 points ce matin. À moi? Oui, non, bah bon, on fait une petite présentation du matin. Donc vous voyez le TSI, l'intérêt qu'il a, voilà, outre le fait que ce soit une espèce de mix entre deux indicateurs qui sont, enfin, dont la renommée n'est plus à faire, le RSI et le MACD. Voilà, le TSI, pour ceux qui aiment le RSI et le MACD, le TSI c'est un peu l'entre-deux. C'est un peu l'entre-deux, il a la liberté de mouvement du MACD, du fait qu'il ne soit pas cadré, et le lissage, enfin l'avantage lissé du MACD, tout en ayant en plus l'avantage no lag du RSI. Et vous voyez, enfin moi j'aime autant le RSI que le MACD, du coup bah, je fais quoi? Je prends un entre-deux, je prends le TSI. Voilà. Du coup en fait au final, à ne pas savoir choisir entre le RSI et le MACD, plutôt que de prendre deux indicateurs, je préfère en prendre un qui fait aussi bien le travail que les deux réunis. Voilà. Parce que de toute façon, honnêtement, mettre un RSI plus un MACD, honnêtement, c'est deux indicateurs qui font, à mon sens, quasiment la même chose, donc je vois pas l'intérêt. Donc effectivement, si vous avez les deux, vous avez un RSI plus un MACD, pour gagner de la place, foutez un TSI, ça fait aussi bien le boulot. Oh, il a pris un gain, il est content. Donc voilà, mais vous voyez, donc ce TSI non borné, c'est-à-dire que lui effectivement, bon, après il est naturellement borné par les limites physiques d'un actif, c'est-à-dire qu'un actif peut pas monter indéfiniment, et l'indicateur de momentum, comme vous expliquait Vincent en début de semaine, mesure bon, moi j'aime pas ce mot, j'aime pas dire la pente, parce que c'est pas véritablement, voilà, ni la pente ni l'angle, je trouve que c'est des mots un peu, voilà, pour moi ça étudie la dynamique. C'est le mot qui pour moi parle le plus, c'est la dynamique et la force, mise en place par le marché. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, comme disait Vincent, quand vous avez un RSI au-dessus de 70, ça ne veut pas dire vendez, bien au contraire, tout dépend effectivement. Après c'est sûr et certain que si vous êtes dans une tendance vendeuse et que vous avez un RSI au-dessus de 70, vous pouvez très clairement commencer à penser à vendre. Voilà, enfin en tout cas vous pouvez regarder, il n'y a jamais un signal qui vous dira, enfin le jour où vous voyez un indicateur qui vous dit vendez ou achetez, sortez de là vite. Voilà, c'est un piège à con. Voilà, je vous le disais déjà la dernière fois, moi après je suis quelqu'un qui adore les indicateurs techniques, voilà, je suis un peu un geek en plus, donc je vous dis j'ai passé énormément de temps à étudier tout un tas d'indicateurs techniques, tous plus fous les uns que les autres, et j'en crée moi aussi. Je vous le dis, voilà, le jour où vous voyez un indicateur qui vous donne des signaux, ou le jour où vous voyez un indicateur qui vous dit, qui donne des signaux irréprochables, posez-vous toujours la question, est-ce que d'une, il fonctionne en temps réel? Parce que vous verrez que c'est pas toujours le cas, il y a des indicateurs qui se repeignent, voilà, donc c'est des indicateurs qui, quand vous le mettez sur votre chart, vous êtes là, vous dites, mais oh, mon Dieu, mais c'est évident, là ici on voit qu'il fallait acheter, là on voit qu'il faut vendre, sauf qu'en vérité, quand vous êtes en temps réel, l'indicateur, lui, il se modifie et il se recrée, enfin il se recalcule au fur et à mesure, et on remonte. Je pense pas qu'on la cassera dans la foulée. Si on la cassait comme ça, ce serait non seulement ultra bullish, mais ce serait pas très très bon. Mais oui, bah là c'est clair qu'un short est tentable. Après lui aussi est risqué, mais arrivé ici, un short est prenable. Après c'est Sylvain qui fait de la contre-tendance. Attention messieurs dames. Non, je rigole, il a raison. On est quand même dans une. Bah, en tout cas, c'est clair que là, c'est justifiable, ça c'est certain. On est dans une tendance baissière, on est au contact d'une oblique. Bah oui, mais c'est en tout cas en termes de ratio risque-rendement et de probabilité de réussite, c'est ce qu'on verra cet après-midi. Je vous montrerai, mais voilà, là, en estimation, la probabilité de repli, elle est au minimum de 80%. Après, on ne sait pas véritablement où il y aura le repli, mais en tout cas, là, à court terme, il y a un repli qui est quasiment obligatoire. Bah après ça laisse toujours une vingtaine de pourcents de cassure à la hausse, mais casser à la hausse avec je sais pas combien de points on vient d'envoyer depuis le plus bas, je crois que là on vient de faire au moins 100 points depuis l'ouverture. Donc après c'est justifié aussi parce que effectivement la séance d'hier, comme je vous disais, pour moi c'était une aberration et il y avait de fortes chances, j'espérais en tout cas qu'on la corrige aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il est fort possible que justement un excès baissier hier soit contrecarré par un excès haussier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tout à fait là continuer, tout péter,
péter l'oblique dans la foulée, en renvoyer au minimum 70 points de plus, revenir faire un pullback sur l'oblique après et repartir encore. Voilà. Il y a toujours... Tout reste toujours possible sur le marché, il faut toujours envisager tous les scénarios. Après, à partir du moment où vous êtes rentré dans le choix d'un scénario, là par contre, il faut pas vous laisser influencer par le moindre signe contre-tendance, enfin qui irait contre votre scénario. Ben là c'est un peu dommage, là, c'est 10 points en dessous maintenant. Bonjour Philippe, que faites-vous dans la vie? À votre avis. Voilà, je passe mes journées à trader et je fais ça depuis 3 ans. Donc soit je suis un gogol et un fils à papa, soit je gagne ma vie comme ça. Donc voilà, je peux vous dire, enfin, je suis pas un fils à papa, c'est loin d'être mon cas. Et voilà, bon, si vous voulez même la petite histoire, hein, j'ai commencé avec un compte de trading de 10 000 €, donc j'avais pas non plus des économies de malade. Et je vous dirai pas non plus à combien j'en suis aujourd'hui, mais en 3 ans, voilà, je suis propriétaire, j'ai plus de crédit, je viens de rembourser mes crédits, mon crédit immobilier, donc voilà, enfin propriétaire à 28 ans. Effectivement, quand on gagne sa vie en trading, on gagne bien sa vie, il faut le dire. C'est pour ça qu'il y a aussi très peu de gens qui y arrivent. C'est parce que ceux qui y arrivent prennent l'argent de tous ceux qui perdent. Parce qu'on en parlera aussi cet après-midi, il ne faut pas vous voiler la face. Quand vous appréhendez le marché, c'est un marché de gré à gré. Quand vous achetez, ça veut dire que quelqu'un a vendu ce prix-là. Sinon, vous n'auriez pas pu l'acheter à ce prix-là. Il faut forcément qu'il y ait un accord entre un acheteur et un vendeur sur un niveau de prix. Et à partir de là, c'est l'énorme micmac de l'horizon de temps. C'est-à-dire que la personne qui achète ou qui vend en face de vous le fait probablement pas sur le même horizon de temps que vous. Et l'avenir dira si ou lui ou vous avez eu raison, ou peut-être tous les deux, ou peut-être que tous les deux vous aurez tort. Voilà, c'est juste. Après, le marché n'est qu'un gros mélange d'horizons de temps et de sens de trading et de gens qui font n'importe quoi et de gens qui travaillent correctement. Donc après, avez-vous suivi une formation? Non. Je pense que de toute façon, suivre une formation en trading, ça peut être une bonne chose, mais honnêtement, personne n'est capable de vous former en trading. Voilà, on peut vous donner les bases, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que font les analystes DailyFX, et en général, de toute façon, tous les analystes de tous les brokers, puisque en général, tous les brokers vous proposent un service d'analyse en général avec la cotation. Les analystes sont là pour vous guider, c'est-à-dire vous préparer psychologiquement et vous donner les minimums techniques, les minima techniques et chartistes pour commencer à appréhender le marché. Ils insistent toujours, et j'insisterai moi aussi cet après-midi sur ça, le petit levier quand vous apprenez. Si vous pensez en moins d'1 an espérer gagner de l'argent sur les marchés, vous vous détrompez. Je veux dire, j'ai croisé énormément de gens intelligents, autodidactes, tout ce que vous voulez. J'ai jamais vu quelqu'un gagner durablement sur les marchés, enfin en tout cas de façon saine et durable, sans le moindre risque sur le long terme, gagner avec levier en moins d'1 an. Voilà. Et en 1 an encore, c'est déjà extrêmement rapide, ça me paraît vraiment rapide. Voilà. Donc accordez-vous au moins 1 an. Avez-vous ouvert une société? Oui, je l'ai dit la dernière fois. De toute façon, c'est obligatoire quand vous faites des gains en trading qui dépassent une certaine somme. Au bout d'un moment, le fisc vous tombe dessus. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. C'est-à-dire que, honnêtement, je vous dis comme ça, je l'ai joué très con parce que j'étais pas franchement au courant du fait qu'il fallait créer une société. Moi, j'ai appris du coup tout seul dans mon coin en mode autodidacte, en mode asocial devant un écran pendant 1 an justement. Et voilà, quand j'ai commencé à faire des gains, au bout d'un moment, le fisc m'a dit oui, mais monsieur, là, vos gains en trading, c'est votre revenu principal. Il faut du coup que vous déclariez ça en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'activité professionnelle. Et du coup, on m'a un peu incité, voire forcé, voire obligé en fait, avec pénalité bien sûr, à créer une société, une entreprise du coup. Après, vous avez le choix entre beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup d'intervenants. Après, moi je vous dis, je suis pas très très bon sur ce dossier-là. Il y a des gens qui sont très compétents. Là comme ça, je sais pas s'il intervient toujours sur le forum, mais j'ai discuté à l'époque avec un des membres du forum qui s'appelle Jopy, J-O-P-Y, qui lui pour le coup a travaillé dans la gestion de patrimoine. Oh là là, le DAX, ouais. Et bref, je continue à travailler dans la gestion de patrimoine, et donc lui, tout ce qui va être création de société et justement tout ce que vous allez avoir comme relation avec les instances financières en France,
Voilà, il vous aidera beaucoup plus. Moi, pour le coup, donc, si vous voulez savoir, c'est une EIRL que j'ai. Je crois avoir, quand j'avais vu sur les forums, que de toute façon, c'est ce que la plupart des traders ont. De toute façon, vous avez le choix entre une société ou une entreprise. La seule différence après, c'est la manière dont vous allez déclarer vos revenus. L'entreprise, c'est beaucoup plus simple. Enfin, moi, je vous dis, c'est chaque année, je reçois un papier de mon courtier qui me donne le solde de mon compte de trading. Voilà, on me dit vous avez gagné tant, vous avez perdu tant, vous devez déclarer tant sur votre feuille d'impôt. Du coup, moi je complète même pas, c'est-à-dire je renvoie ma déclaration pré-remplie avec ce papier-là et il se débrouille et derrière on m'envoie mon avis d'impôt, voilà, tout simplement. Donc en vrai, l'avantage de l'entreprise, c'est que vous n'avez pas besoin de faire un énorme bilan comptable, on vous demande juste votre compte rendu de compte de trading et ça suffit. Enfin, en tout cas pour moi, ça suffit. Après, évidemment, si vous avez une société, c'est différent parce que c'est pas le même mode d'imposition. Vous êtes imposé sur les revenus d'une société, c'est-à-dire, enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, au pire, si Jopi existe toujours sur le forum, je pense que ça doit être le cas. Adressez-vous à lui. Il est bien plus compétent que moi et il pourra vous répondre. Voilà, si vous en êtes arrivé à ce stade-là. Phil, tu dois être heureux. Oui, je suis pas malheureux en tout cas. Je peux vous dire ça, je suis pas malheureux. Voilà. C'est clair que de toute façon, c'est pas le métier le plus à plaindre. Ne vous détrompez pas non plus. Hein. Le trading, quand c'est un métier, c'est comme tout le monde. Je veux dire, il y a des matins, on se lève, on n'a pas envie de bosser, mais on le fait quand même. Il y a des très mauvaises journées de boulot, ça arrive aussi. Voilà. Hein. Je suis toujours transparent sur les pertes. Combien de temps avez-vous tradé avant de devenir profitable? Avez-vous grillé des comptes? Non, si je vous ai dit, j'ai commencé donc avec un compte à 10 000 euros, j'en ai cramé la moitié, en très peu de temps d'ailleurs. De toute façon, voilà, tout le monde l'a fait. Et je veux dire, après, on en parlera cet après-midi si vous voulez. C'est-à-dire que de toute façon, c'est vrai que tous les gens avec qui j'ai discuté, au final, on a tous eu les mêmes avertissements. On nous a tous dit, tradez à petit levier, ne faites pas de bêtises, voilà, soyez pragmatiques quand vous apprenez. Et voilà, et on a tous fait des conneries, on a tous grillé du fric et on a tous pleuré un soir. Mais voilà, je veux dire, si vous pouvez avoir l'intelligence d'écouter justement les autres, d'écouter autant de gens qui se sont plantés, si vous avez la prétention de croire que vous allez passer à travers les mailles du filet, vous vous détrompez, voilà. Après je vous dis ça, mais effectivement moi j'ai fait la même connerie, donc voilà, vous la ferez peut-être probablement, je vous le souhaite pas parce que c'est franchement affreux. On en parlera cet après-midi, voilà. Dans les étapes de l'apprentissage, il y en a une qui est très importante, et ce genre de grosses pertes, non seulement ça fait mal à votre compte en banque, mais ça vous fait perdre un temps hallucinant dans votre formation. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement vous gagnerez du fric à rester à petit levier, mais en plus vous gagnerez du temps de formation parce que ça vous évitera des erreurs. Ah oui, bonjour Daniel d'ailleurs, voilà. Une EURL, non EIRL, voilà. Alors après, la différence entre les deux, je sais que c'est entreprise unipersonnelle ou je sais plus, ou entreprise. Voilà, moi je sais que ce qui est important de toute façon, c'est le RL pour effectivement la responsabilité limitée, ce qui fait que moi là par exemple, maintenant que je suis propriétaire, mon bien immobilier ne sera pas mis en demeure si jamais un jour je venais à cramer un compte de trading. Et à être en plus endetté derrière, voilà. Mes biens immobiliers sont séparés de mon capital. Voilà. Mais bon, après, ils peuvent venir se servir ailleurs. Hein. Là n'est pas la question. On peut vider tous mes comptes en banque avant. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez tout perdre en toute impunité. Ne soyez pas bête non plus. Mais voilà, c'est la responsabilité limitée, c'est quand même... voilà. De toute façon, entre une EI et une EIRL, la taxation est la même. Donc pourquoi prendre une EI au lieu d'une EIRL? Voilà. Après, il y a peut-être une différence. Commencez avec 10K propriétaire aujourd'hui, j'aimerais connaître votre money management. Le money management, c'est que... comment vous dire le money management, j'hésite en fait entre vous mentir ou vous dire une vérité qu'il faut en général pas trop dire. On veut la vérité. Voilà, bon si vous voulez la vérité, en vérité, le money management c'est quelque chose qui est utile quand vous apprenez, parce que ça vous donne des règles, ça vous donne un cadre qui est nécessaire quand vous apprenez. Voilà, moi honnêtement aujourd'hui, money management, la question je ne me la pose même plus. Effectivement en fait je fais du money management mais j'ai pas véritablement de règles de money management parce que j'ai tellement l'habitude que ces règles elles sont devenues innées.
Attendez, j'essaie de lire les questions. Ouais. Alors, attendez. Est-ce que vous voulez qu'on reste sur la partie professionnelle, tout ça, ou est-ce qu'on repart sur des aspects plus techniques? Là, je vais attendre parce que du coup, c'est vrai qu'il y a 30 secondes de décalage. Alors, j'ai pas compris. Je suis en train de tester le MACD parce que là effectivement vu que le DAX en ce moment est extrêmement volatile, extrêmement directionnel, extrêmement émotionnel et que là je viens d'enchaîner quand même je viens de me faire pas mal de séances où là il y a 3-4 jours je me suis quand même fait une belle séance à moins 300 encore et hier j'ai franchement cru faire la même chose donc voilà, enfin je me fais beaucoup de frayeur en ce moment, j'aime pas du tout la manière dont le DAX réagit en ce moment. C'est pour ça d'ailleurs, en plus je vous disais ce matin, je préfère à la limite regarder le CAC maintenant, quitte à continuer à trader le DAX, mais les niveaux techniques du CAC sont tellement plus lisibles et tellement plus clairs et ils respectent tellement plus les aspects que moi j'utilise dans mon trading que le DAX en ce moment ne respecte plus du tout. Voilà. Donc alors technique, bon, donc il y a l'air d'y avoir un peu plus de technique que partie pro. Je crois que j'ai vu 2 parties pro contre 3 ou 4 techniques. Bon, allez, on vous laisse 2 minutes de plus. On va faire un petit poll, un petit sondage. On va voir ce que vous voulez. Combien d'années avant de pouvoir en vivre? Alors, je vous disais tout à l'heure, le minimum, c'est 1 an. Et moi j'ai mis à peu près 1 an avant de commencer à faire des gains, et on en parlera aussi cet après-midi. J'ai pas commencé à faire des journées à 1500 balles au bout d'1 an. Il faut être pragmatique, il faut être raisonnable. Au début je gagnais pas du tout ça. C'est venu avec le temps, le levier on l'augmente progressivement, on en parlera cet après-midi. La confiance c'est quelque chose de capital dans votre trading, c'est ça en fait qui va définir. C'est ça qui va définir le fait que vous allez faire des trades gagnants ou des trades perdants. La seule différence c'est que la confiance, vous allez mettre au moins 1 an avant de la gagner. Avant de gagner une vraie confiance, je ne vous parle pas d'excès de confiance ou d'un faux espoir de confiance qui vous risquera de vous cramer. Voilà. Parce que quand vous aurez véritablement pris confiance, et ça prend 1 an, si vous vous exposez tout de suite avec du gros levier, vous risquez de foutre en l'air 1 an de votre boulot en un instant, parce qu'il suffit que vous preniez une grosse clacasse à 2 ou 3 000 balles, surexposé, où vous recramez 20-30% de votre compte de trading et vous allez paumer 1 an de boulot et vous allez redevenir derrière complètement émotionnel, vous allez flipper à chaque fois que vous allez repasser un trade parce que vous allez tout de suite repenser à votre énorme perte au lieu de réfléchir au fait que quand vous aviez respecté une bonne gestion du risque et une bonne exposition logique par rapport à votre niveau et votre compte en banque, et bien du coup vous verrez que vous avez peut-être accumulerez des beaux gains pendant 3-4 mois et puis vous allez ruiner quasiment 2-3 mois de boulot en une journée où vous allez tilter. Je fais une petite parallèle d'ailleurs, c'est bête et méchant, mais voilà, par exemple, je ne sais pas s'il y a des joueurs de poker ou des joueurs d'échecs chez vous. Voilà, en général, pour avoir discuté avec pas mal de traders, les anciens joueurs, enfin les anciens ou qui le sont toujours, joueurs d'échecs ou joueurs de poker, vous ferez partie des gens qui apprendront un peu plus vite que les autres. Autant que tout ce qui va être matheux et statisticien, voilà. Ça fait partie des gens qui vont pouvoir apprendre vite. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pu apprendre vite, parce que j'ai la chance d'avoir eu un peu tout ça. J'étais joueur d'échecs, joueur de poker, et je suis très bon en maths. Donc effectivement, j'ai pu apprendre assez vite. C'est pas le cas de tout le monde, voilà. 1 an, c'est le minimum. C'est vraiment le minimum avant de commencer à augmenter votre levier. C'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, que vaut l'indicateur Directional Movement? Alors celui-là, je me souviens je sais je connais son nom, je me souviens l'avoir essayé il y a très longtemps, sans trouver qu'il avait une réelle plus-value par rapport aux autres indicateurs. Moi je trouve celui qui a le plus d'intérêt, qui est le plus sous-estimé à mes yeux, c'est effectivement ce fameux TSI dont je vous parlais tout à l'heure, parce que tout le monde utilise le RSI. Le RSI est utile parce que... J'en parlerai aussi, il a un effet autoréalisateur, c'est-à-dire que très souvent, des fois, même si j'ai des choses sur le TSI, je vais les vérifier sur le RSI, et je vais vérifier la manière dont le RSI le montre, et en général, de toute façon, quand le RSI montre très clairement une divergence, justement, vu que quasiment tous les traders foutent un RSI sur leur chart, et que tous les traders connaissent les divergences, ça a souvent un aspect autoréalisateur, ce qui fait que du coup, en général, des fois, on trade les divergences de momentum parce que au final tout le monde les voit, beaucoup les anticipent. Je vous montrerai d'ailleurs cet après-midi, je l'ai glissé vite fait
dans le webinaire de Vincent la dernière fois. Je vous donnerai des petites astuces de RSI pour éviter les conneries si vous voulez le trader par anticipation. Moi c'est ce que je fais, je vous dis, donc je trade uniquement par anticipation, je cherche pas du tout les cassures comme Sylvain et tout ça, c'est complètement un autre mode de boulot. Ça pour le coup ça met clairement plus d'1 an avant d'arriver à faire ça, parce que il faut non seulement avoir la confiance dont je vous parlais tout à l'heure, mais il faut en avoir d'autant plus parce que vous vous placez contre tendance, c'est-à-dire qu'il faut avoir confiance en vous et confiance en votre stratégie. Et là, de toute façon, si vous êtes contre tendance et qu'en plus vous vous laissez envahir par la peur ou le doute ou tout ce qui va avec, je peux vous dire que vous allez rentrer dans le bon vieil adage de je coupe mes gains et par contre mes pertes je les laisse traîner. Voilà. Vous voyez par exemple, je joue très clair, je suis quelqu'un de très honnête, je vous le dis, je n'aime pas les gens qui mentent, donc par principe je mens pas non plus. Je vous l'ai dit, je suis toujours acheteur hier à un niveau dégueulasse. Alors... non, on va pas parler échec aujourd'hui, on va rester sur le trading. Voilà. Enfin, c'était juste une petite parenthèse, effectivement, c'est parce qu'il y a beaucoup de similitudes, si vous voulez, entre l'échec. Pour ce qui va être la partie anticipation, effectivement, quand on anticipe aux échecs, puisque c'est le propre des échecs, c'est un peu le même mode de fonctionnement, le même état d'esprit que quand on joue aux échecs. Voilà. Après, évidemment, le poker, là, c'est plutôt pour l'aspect psychologique que c'est intéressant, parce que effectivement, c'est un peu la même gestion de... Un scalper qui fait de l'overnight est mort à moyen terme. Non, je suis pas d'accord du tout. Alors, ça, tout dépend. Voilà. Après, effectivement, un scalper qui trade à levier, avec beaucoup de levier, et qui trade uniquement en intraday, mais alors avec beaucoup de levier, ça oui, laisser de l'overnight, c'est... Et encore, voilà, ça dépend. C'est-à-dire que... Voilà, tout dépend, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Il y a toujours énormément de choses à prendre en compte dans un trade. Ça ne se limite pas à dire vous êtes scalper, vous ne faites pas d'overnight. Honnêtement, ce genre d'acquis-là et ce genre de certitude, je ne suis pas du tout pour. Voilà. Ça m'est déjà arrivé à l'époque où je faisais uniquement du scalp de laisser des positions en overnight et de m'en sortir très bien et d'avoir un risque extrêmement limité. Tout dépend du contexte de marché et du contexte macroéconomique qui va avec. C'est clair et net que là, pendant qu'il y avait le merdier grec, si vous tradiez avec un levier de 10 ou 20 pour faire des sous en scalping, il est clair et net que vous étiez complètement abruti si vous laissiez des positions en overnight et voilà, parce que là il y avait systématiquement tous les jours un risque de gap. Tenez d'ailleurs, tiens, on va prendre 2 minutes parce que ça effectivement je veux que vous preniez cette habitude de faire ça. Voilà, donc en plus c'est un partenaire FXM, je crois, TradingView, non, c'est ça? Voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas TradingView, vous allez le faire tout de suite, vous allez vous ouvrir un compte, ça prend 2 minutes. Voilà, du coup on est sur le compte de Sylvain, alors tac, vous allez mettre DAX, ou peu importe l'actif que vous tradez, voilà, donc c'est de la donnée différée, c'est-à-dire que là, mais l'indice que vous allez avoir, là par exemple pour le DAX, vous avez après le GR30, lui qui va coter en temps réel, mais ça du coup c'est le CFD de FXCM. Là ce que vous voyez, ce n'est pas du tout le CFD de FXCM, c'est l'indice spot, l'indice cash du DAX, c'est-à-dire la partie qui cote de 9h00 le matin à 17h30 le soir. Tout ce qui se passe en dehors de cet horaire-là n'est pas coté par l'indice spot. Là par exemple, le spot DAX, vous voyez que ça correspond pas du tout au chart que vous avez sur votre trading station si vous tradez avec la trading station. Et vous y voyez des choses qui à mon sens sont... beaucoup trop de gens ignorent ces choses-là et c'est une erreur monumentale. La cotation du cash et les gaps que vous allez y voir ont une importance capitale. Voilà. Parce que là par exemple, vous voyez, ce qui attire le DAX à la baisse aujourd'hui, et aujourd'hui et depuis quelques jours, c'est effectivement ces gaps qu'on a laissés ouverts. Là vous voyez par exemple, bon, on en parle souvent et sur Twitter et les analystes vous en parlent, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens passent à travers de cette information alors qu'elle est capitale. Voilà. Là, ce qui attire le DAX à la baisse en ce moment, ce sont ces gaps. C'est parce qu'on est monté de façon complètement stupide en laissant des gaps, c'est-à-dire des zones qui n'ont pas été cotées par cet indice spot. Le spot DAX, vous voyez, toute cette zone-là, les gens qui tradent avec le cash n'y ont pas eu accès, ainsi que toute cette zone-là et ce troisième-là. Et moi, quand on est arrivé ici, quand on était là, voilà, je m'en souviens très bien, d'ailleurs ça fait partie d'une séance qui m'a coûté très cher, parce qu'effectivement, moi ici, je suis rentré vendeur, par anticipation, et je savais que de toute façon, j'avais une très forte probabilité d'être en beau gain,
mais que ma probabilité d'échec, qui se limitait à quelques pourcentages, j'estimais à 10% de chance que le fait que ça se produise, c'était effectivement le fait qu'on rouvre une nouvelle fois, une troisième fois, avec un gap haussier, ce qu'on a fait. Et ce jour-là, j'ai un peu pleuré quand on a ouvert je sais pas combien de points au-dessus, et que en plus, derrière, on n'a même pas cherché à refermer ce gap. Vous voyez, par exemple, là vous prenez, vous vous dites, à 9 heures on a ouvert ici, on a retracé quelques points. Vous voyez, l'ouverture s'est faite à 11 624, le plus bas était à 11 607. On a retracé même pas 20 points avant de repartir tout de suite à la hausse de but en blanc. C'est-à-dire on a essayé d'attaquer le gap et tout de suite refus et on est reparti tête baissée, haussier, complètement stupidement. Et voilà, et moi quand on a fait ce troisième gap, j'ai dit 1, 2, 3, tu nous en feras pas un quatrième mon grand, je t'aurai. Et là, je peux vous dire que je suis rentré vendeur, et je suis rentré vendeur comme il faut. Et j'ai largement remboursé cette sale journée que je me suis pris là. Là, ici, je me suis pris, honnêtement, je sais plus, mais c'était 350 ou 400 points dans la tronche, à micro-levier. Voilà. Après, je vous dis honnêtement, on en parlera cet après-midi, les conditions de marché et l'environnement de marché dans lequel vous tradez, et définit le levier que vous allez appliquer sur le marché. Voilà. Moi je trade chez IG au levier minimum qu'on m'accorde, c'est-à-dire un mini contrat à 5 euros le point. C'est-à-dire je trade une ligne de DAX à 5 euros le point avec un maximum de 5 lignes. Je dépasse jamais une exposition de 25 euros le point. Donc je vous dis, hier si j'étais bloqué, c'est parce que hier j'étais déjà à 25 euros le point à un très mauvais prix et que je m'interdis de rajouter des ordres après pour éviter la surexposition. Si on allait plus bas, je prenais ma perte sans poser de questions. Aujourd'hui on a retracé, vous voyez, j'ai libéré 2 achats, donc j'ai 2 achats possibles à reprendre aujourd'hui quand on aura fait le repli sur le DAX. Pour le moment c'est pas achetable. Si on casse à la hausse, tant mieux, il me reste toujours 3 achats. Voilà, je le vois comme ça, j'étais surexposé, on est revenu chercher mon niveau, j'en profite pour limiter mon exposition et me laisser la porte ouverte à reprendre des achats plus bas cette fois. Et à meilleur prix, à meilleur compte. Quels sont les horaires préférés pour tes trades ? Après, quand c'est votre boulot, j'ai envie de dire... Alors il y a des gens, je sais après que par expérience, il y a des gens au bout de 5-10 ans de trading, ils en ont marre de passer le 8h, 17h devant l'ordi. Donc après, les gens ont une stratégie qu'ils mettent à profit en général sur un créneau horaire journalier. Il y a des gens qui viennent, par exemple, qui se lèvent très tôt le matin, qui viennent, qui traitent l'ouverture. Je vous donne un exemple, voilà, j'en connais des gens qui traitent comme ça, j'en connais même pas mal, qui se lèvent très tôt le matin, 7h30. 7h30, ils font leur analyse technique. Voilà. Attendez, d'ailleurs, je vous donne une autre astuce de trading. Je vais vous la donner tout de suite. Sylvain me squatte la souris, donc je peux pas. Voilà. Le méchant Sylvain. Voilà. Tu payes le resto today alors. Je paye le resto si le DAX va me chercher les... attendez, parce que du coup tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait éventuellement casser, j'ai pas forcément donné les objectifs. Attendez, on le fera après, je termine ça, on va pas mélanger les choses, sinon ça va être compliqué. Vous faites cette recherche-là exactement, IG DAX. Non, mais si, c'est pour une chose, je suis désolé, mais si, j'ai dit que j'ai resté transparent. Voilà. Ça vous sert à une chose, pas à aller trader chez un concurrent, ça vous sert uniquement à vous servir d'un avantage, c'est la cotation overnight de IG. Et vous avez juste accès à ce truc-là, c'est-à-dire que le matin avant 8h, trop tard. Le matin avant 8h, vous avez accès à la cotation. Ils font une fausse cotation, voilà, qui vient des indices US. Et c'est-à-dire qu'avant l'ouverture à 8h, vous pouvez avoir une idée de l'ouverture à laquelle ça va se faire. C'est tout. Ça vous sert uniquement à ça. Ok, voilà. Ok, bon, c'est pas grave, ça c'est fait. Je suis désolé. Bref, on continue. Donc on revient sur les indices cash. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà. Bref, donc voilà, notez ces gaps là. Vous devez impérativement les reporter sur votre chart. Voilà. Vous n'y avez pas accès sur les charts FXM, puisque effectivement le CFD ne marque pas les gaps. Donc allez chercher ces gaps. Pour les chercher, c'est pas compliqué. Vous prenez la mèche haute, la mèche basse, et la différence entre les deux, c'est le gap cash. C'est la partie qui n'a pas été cotée par l'indice cash. Et du coup, c'est cette zone-là que vous devez reporter sur ces charts. Pourquoi ? Parce qu'en général, un gap cash, quand on arrive dessus, c'est une réjection nette et un retour en tendance ou un comblement direct. Et on va chercher la partie basse. Et à partir de là, vous avez en général 60
70% de chances de rebond derrière ou une continuation. Tout dépend de la nature du gap. Voilà, il y a plusieurs natures de gap, ça je vous laisserai faire des recherches. Normalement, vous devriez déjà les avoir faites dans votre formation. Voilà, les gaps, ça fait partie des formations et des constructions de chartistes que vous devez connaître. Là, par exemple, ce gap-là, par excellence, quand on l'a fait, moi je l'ai annoncé déjà sur Twitter, vous pouvez rechercher dans mon historique, même s'il faut aller rechercher très loin. Je l'ai dit, celui-là c'est le gap de trop, ce sera un gap d'essoufflement. Et voilà, un gap d'essoufflement, c'est un gap qu'on fait et qu'on clôture dans les, en général, 7 à 10 séances qui suivent maximum. Sinon, c'est pas effectivement un gap d'essoufflement. Mais c'est un gap qu'on fait, qu'on continue de pousser, puis derrière, en général, ça s'affaiblit et on revient combler ce gap. Voilà. Et un gap d'essoufflement, en général, là, moi je peux vous dire que le DAX n'a pas fini sa correction. Le rythme de marché est incertain, ça ne veut pas dire que le gap va pas, qu'on va pas remonter pour mieux redescendre après, mais en général un gap d'essoufflement c'est un signal baissier de court terme qui me dit que le DAX va retracer plus loin que ce niveau là. Moi je pense qu'on va aller fermer du coup le deuxième pour aller rebondir. Mais on a toujours une probabilité, moi je pense que le minimum c'est déjà d'aller chercher le haut de ce gap là. Voilà. Après il y a une probabilité de rejet net de ce gap là et de retour haussier. Tout comme il y a une probabilité assez forte de le combler et ensuite de repartir sainement. Voilà. Et il y a des éléments techniques qui se rajoutent à ça, notamment des niveaux de Fibonacci qui correspondent à ces niveaux-là. Voilà. Donc après, on ne peut pas prédire le rythme de marché. Moi j'attends déjà de voir jusqu'où ira la correction qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'il se peut très bien qu'on reparte aujourd'hui sans même poser de questions. Comme je vous dis, je vous en parlais ce matin, le gap du CAC, en l'occurrence, n'a pas été comblé. C'est-à-dire qu'on est allé le chercher uniquement sur la partie future. Là, si je vous mets le même truc, mais avec le CAC, il faut fermer ça. Hop, voilà. Tac. Là, si je mets CAC, voilà. On fait la même chose sur le CAC. Vous voyez, le gap qui est là. Là, ce matin, on est allé le chercher dans la partie future et on a ouvert au-dessus. Ce qui fait que ce gap-là reste toujours ouvert, garde toujours sa puissance, tant que le la partie 9h, 17h30 n'est pas venu recombler ce gap là, le CAC est puissamment haussier, puisque du coup ce troisième gap sur le CAC n'est pas considéré ou considérable en l'état comme un gap d'essoufflement. Mais voilà, je l'ai noté aussi hier, ou je crois que c'était tard dans la nuit. Il y a une formation de chartiste aussi très rare, là j'ai pas de statistiques dessus donc je m'avancerai pas, mais il y a un truc qu'on voit très rarement, c'est ça. Vous voyez, une séance haussière. Hier, on a ouvert avec un gap haussier et puis on a comblé ce gap. C'est-à-dire qu'en fait, on part d'une bougie verte et on enchaîne une bougie rouge qui est au-dessus de la bougie verte. Alors ça, voilà, c'est très rare, ça arrive pas souvent. Mais alors quand ça arrive, je sais qu'il y a des gens qui traitent ça, enfin qui en tirent une interprétation de marché, haussière ou baissière. Mais voilà, moi j'ai pas les statistiques là pour vous les donner, donc je vais pas vous donner quelque chose dont je suis pas sûr. Si quelqu'un a cette information et qui veut la partager, ce serait génial. Je serais le premier heureux de le savoir aussi. Mais voilà, je l'ai noté ça justement hier, qui est une formation pas normale. Ça dénote une anomalie de construction de prix. On parlera de la construction du prix cet après-midi. Moi en tout cas c'est comme ça que j'appréhende le marché, la manière dont les prix sont construits et la force que ça engendre dans le marché. Voilà, vous voyez par exemple ça pour moi en termes de price action c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est puissamment haussier, mais c'est beaucoup trop puissamment haussier. Une fois c'est bien, deux fois ça commence à faire beaucoup, trois fois c'est trop. Voilà. On a essayé de nous faire le coup quand on était là. Voilà. Après c'est l'été, voilà, c'est un cadre de marché très particulier. Et effectivement, l'été, on doit l'appréhender différemment. C'est-à-dire un truc comme ça, je mets ma main à couper qu'en plein mois de septembre, si on avait eu la résolution grecque en même temps, en plein mois de septembre, octobre, ça ne se serait pas du tout passé de cette manière-là. Voilà, on aurait construit cette hausse de manière beaucoup plus logique, avec des retracements intraday. Voilà, des respirations logiques. Là, on est monté tête baissée, sans le moindre retracement. On a enfoncé, je sais plus, 1300 points sur le DAX. Bon, voilà, là, les gens qui achètent ici en swing aujourd'hui, certes, ils ont une très forte probabilité de retrouver leur gain derrière, hein, parce qu'on va aller plus haut, je pense. Mais honnêtement, acheter en swing à ce niveau-là, je trouve pas ça très judicieux parce que la probabilité d'aller chercher les niveaux inférieurs après l'énorme rallye haussier, elle est bien plus forte que le fait de maintenir le niveau là et dire on va tout de suite chercher les plus hauts du CAC et du DAX comme ça. En tout cas, si le marché devait le faire, ce serait pas franchement très bon, moi je trouve. Voilà. Enfin, en termes de price action, ce serait pas bon. Voilà. Là pour moi, un CAC qui fait ça derrière, ce serait effectivement une divergence, une très forte accélération suivie d'une deuxième poursuite. Et ne croyez pas que là, le CAC va tout de suite
Voilà, quand on va arriver sur les sommets, il va forcément y avoir une prise de bénéfice, donc un retracement derrière. Une première vague, un petit retracement microscopique, une deuxième vague 2 fois inférieure à la précédente, et un nouveau retracement, ça fait une énorme divergence baissière qui catalysera le marché beaucoup plus bas. Voilà, c'est-à-dire que si là on ne retrace pas maintenant, on retracera plus tard. Voilà, la construction de prix, c'est quelque chose qui de toute façon, c'est une règle de marché. Le marché fonctionne comme ça. L'été, voilà, en général, on respecte très peu ces notions-là. Et c'est pour ça qu'en général, à la rentrée, on a des mouvements correctifs très forts, parce qu'en général, dès que les Golden Boys reviennent au travail, ils respectent ça. Ils respectent le price action. Et du coup, ils reviennent, ils rentrent avec énormément de volume et ils corrigent toutes les énormes bêtises que les gens qui ont tradé l'été ont laissé derrière eux. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a de très fortes chances qu'on reste dans cette zone-là cet été, je pense. Je pense pas qu'on va faire de nouveau plus haut avant la rentrée. Après, c'est un avis personnel, je peux toujours me tromper, mais voilà, je pense qu'on va rester dans cette zone-là. Je suis pas le seul à le penser. Et effectivement, ce serait beaucoup plus simple parce que là, honnêtement, essayer d'aller casser tout ça maintenant, ce serait se prendre une énorme correction quand il y aura rentré des traders professionnels qui gèrent les fonds, quoi. Parce que voilà, l'été, ils savent qu'il y a des mouvements de marché assez erratiques, qu'en général l'été est assez baissier, et les fonds traitent par nature un marché qui est... Voilà, bon, ça c'est une règle de marché. Le marché a une vocation à monter. Voilà. C'est-à-dire, les marchés cherchent à aller le plus haut possible, ils ne cherchent pas à descendre le plus bas possible. Donc vous verrez, de toute façon, un gérant de fonds, par logique, il achète plus qu'il vend dans un marché. Il vend en général pour se hedger, mais sa direction est en général haussière. Voilà. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de signal d'alerte très puissant. Et de toute façon, c'est pas le cas. Voilà. C'est toujours pas le cas sur les marchés. C'est plus les particuliers qui ont tendance à être alarmistes dès qu'ils voient un signal baissier, ils voient la fin du monde. Voilà. Les gérants de fonds, eux, savent que de toute façon, on monte tant qu'on monte et qu'on ira le plus loin possible et que voilà, le marché a de toute façon vocation à monter. Il cherche à monter, même si c'est bête et même si les fondamentaux économiques n'y sont pas reliés et tout ça, je suis le premier à dire que c'est une bêtise. Là, je vais vous remettre le chart ici. Il se passe quelque chose d'intéressant. On va le mettre. Voilà, on revient. Donc, il faudrait voir s'il y a une correspondance sur le CAC. Parce que trader un actif et en regardant uniquement un actif, ça pour le coup c'est très mauvais. Alors après ça c'est une recommandation personnelle. Si vous avez un seul écran, c'est assez limité en trading. Voilà. 2, je pense que c'est un confort. Après plus c'est mieux, mais 1, je trouve ça un peu restrictif parce que vous avez quand même beaucoup de choses à suivre. Et avoir un seul écran, ça veut dire que vous allez du coup diminuer l'espace visuel que vous pouvez attribuer à chaque chose. Et par exemple, le minimum à mon sens pour trader le DAX, si vous tradez le DAX, c'est d'avoir le DAX, le CAC et un indice US. C'est le strict minimum. Je recommande encore d'avoir un euro-dollar à côté. Voilà, à mon avis, les 4, c'est un combo. Imaginez si vous splittez votre écran en 4, vous divisez du coup l'accès visuel que vous donnez à un chart par 4. Et c'est un peu dommage. Alors que là, du coup, vous voyez, si vous avez 2 écrans, c'est simple et bête et méchant comme ça. 1, 2, 3, 4 à côté. Et vous avez une lecture assez facile de tous vos actifs. Et vous avez accès aux informations et de façon lisible. La lisibilité de vos charts, c'est très important. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, donc le FRA 40 fait un truc quand même magnifique. Voilà, là, honnêtement, c'est quand même très beau ce qu'on fait aujourd'hui. Et on corrige effectivement toutes les conneries d'hier. Sont où tes lignes? Je pige pas là. Ah voilà, ok. Hop, et donc celle-là, on l'a bien cassée comme il faut. Ok, donc celle-là c'est tant mieux. Donc là, voilà, là le prochain niveau de résistance du CAC, il est par là, hein, je pense. Aller par là, ici, il y aura une petite hésitation, mais à terme, avec la divergence qu'il y a ici, suivie de la cassure de cette ligne, un petit retracement, mais ceux qui sont acheteurs peuvent espérer prendre encore un peu de gain là, je pense. Hein. Après, je ne vais pas non plus vous forcer à rester en position. Sécuriser une partie des bénéfices ici, ça pour le coup, on parlait de money management tout à l'heure, ça fait partie du money management. Voilà, là par exemple, ce serait un objectif pas dégueu. Voilà. On va essayer de trouver un équivalent sur le... Vous voyez, donc là ça laisse
vingtaine de points, même pas, ça laisse moins d'une dizaine de points sur le CAC. L'équivalent sur le DAX, ce serait d'aller chercher ce niveau-là, je pense, qui serait un beau niveau pour le DAX. Alors, moi, après, je recommande toujours de mettre un TP un peu en dessous, c'est-à-dire que vous, certes, vous diminuez vos gains, mais au moins, quand on arrive sur le niveau, vous êtes déjà sorti, vous êtes tranquille, ou sorti où vous avez pris vos bénéfices, même si le niveau réel est 5-10 points plus haut, vous au moins, psychologiquement, l'objectif est atteint, et ça arrive tellement souvent qu'on bute 5-10 points sous les niveaux, que voilà, pour moi des fois, vous voyez par exemple, le véritable niveau, il est là, exactement, il serait ici. Sylvain l'a mis à 570, moi je le mettrais à 567. Et de mémoire, en plus, c'est un niveau que j'ai noté sur mes charts. Voilà, 567, pour moi, le niveau serait là. Donc moi, je mettrais un TP, 4-5 points en dessous. Voilà, 562, 564, ce serait pas mal pour être sûr d'être touché en tenant compte du spread. Du spread éventuel, vous êtes sûr au moins d'être exécuté si on vient chercher ce niveau. Donc là, voilà, si le DAX fait un dernier excès, voilà. Après, si on fonctionne en vague, voilà, là on a eu la vague d'hésitation ce matin, on aurait pu revenir faire le double bottom, on a enchaîné direct, première vague d'accélération, réplique avec tout autant de force dans la réplique. Là, en théorie, on peut techniquement enchaîner une troisième vague. La troisième vague sera certainement plus faible que la précédente, c'est-à-dire que ce sera la vague d'excès avant un retracement. Je pense pas qu'on puisse attaquer encore plus loin. Parce que de toute façon, vous verrez, alors j'en parlerai aussi cet après-midi si j'ai un peu de temps, parce qu'il y aura beaucoup de choses à aborder. La divergence, c'est simplement le fait que si vous voulez maintenir des niveaux non divergents dans un actif, vous devez maintenir une croissance exponentielle. C'est-à-dire que pour éviter une divergence, il faut que l'actif monte de plus en plus. Pour garder, comme vous expliquait Vincent, toujours une pente ou un angle toujours qui accélère. C'est-à-dire que vous ne devez pas décélérer comme ça, vous devez garder une accélération le plus possible. C'est-à-dire que de toute façon, la divergence est systématiquement inévitable. Parce que les cours ne peuvent pas monter de façon exponentielle indéfiniment. Puisque la première vague monopolise une force de marché, la réplique en général est souvent inférieure, ou du moins... Voilà, alors en termes de probabilité, première vague, en général vous avez 60% une vague équivalente, c'est ce qu'on appelle le AB égale CD, c'est-à-dire AB en harmonique pattern. Voilà. Vous prenez le creux ici, le point de départ de la vague, c'est-à-dire pas ici, ici. Vous prenez donc 451 à ici. Alors attendez, on va le faire safe. Où est-ce que... Ah, j'aime pas parce que j'ai mes raccourcis moi chez moi, mais alors là du coup, la règle, tu l'as pas toi? Ah ben elle est là, je suis aveugle. Voilà, donc vous prenez le point bas, le point le plus bas avant la hausse. Je prendrais même limite celui-là, moi, pour être fair play. Voilà, parce que là, on a tenté une première approche, mais c'est celle-là qui a déclenché le départ. Voilà, on fait grosso merdo. Voilà, 60 points. Vous prenez le point bas de la deuxième vague. Voilà, ici, on n'a qu'à dire. Voilà, là, on a fait moins, du coup. Bon, moi je compte ce sommet là, allez on va dire là, voilà, 56, c'est à dire que là on a quasiment un AB égale CD à 4 points près, voilà. Mais là moi je considérerais qu'on soit dans ce genre de phase là, c'est à dire première vague et réplique quasiment exacte de la vague précédente, AB égale CD. AB égale CD en harmonique pattern, c'est une formation de chartiste qui a de fortes résolutions baissières, enfin qui a déjà une résolution, qui a déjà une probabilité baissière, mais qui laisse tout de même une forte probabilité d'une troisième vague, une vague d'excès, pour créer effectivement enfoncer la divergence, c'est-à-dire là on est déjà divergent, vous voyez. À mon sens on est déjà divergent parce qu'on a fait simplement reporter AB égale CD, c'est en général divergent mais faiblement, c'est-à-dire c'est pas une énorme divergence marquée qui laisse la possibilité, si on respire, ce qu'on a fait là, c'est-à-dire que là le marché, vous voyez, n'a pas entamé de correction, là le marché latéralise la divergence, donc là à mon sens, plus on latéralise, plus la probabilité de la troisième vague d'excès augmente. D'aller chercher tout de suite notre objectif sans le moindre retracement, et à partir de là par contre on aura un très beau point vendeur parce qu'on aura une énorme vague, une belle vague haussière sans retracement, vague ABCD plus excès. Derrière là on aura un très beau point de vente pour viser au minimum le retour au support précédent. Sans le moindre doute, je peux vous dire que si on va chercher ici, derrière on ira quasiment ici à 90% de chance. Là il y aura un trade contre tendance avec un ratio risque-rendement très faible, puisque vous vous mettrez au-dessus du niveau, allez on va dire 10-20 points au-dessus du niveau, vous vous mettrez un ratio rendement au minimum d'1 pour 2 avec une probabilité de réussite au-delà de 90%. C'est-à-dire que là, au-delà de 90% de réussite, un ratio de risque rendement d'1 pour 2 reste quelque chose d'ultra attractif, même contre tendance.
90% de réussite, il y a très peu de trades qui vous offrent cette probabilité-là. Attendez, ça fait un moment que j'ai pas lu les questions. Tu lisais toi? Ok. Bon bref, voilà. Bon là on a l'air d'essayer. Voilà. Si on casse ce niveau, effectivement, on retrace, on valide la construction AB égale CD. Alors de mémoire, AB égale CD, les objectifs de retracement, c'est... Que je vous dise pas de bêtises. Il est déjà 11h? Je vais peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre, ce serait quand même bien qu'on partage un peu le temps de parole. Ouais, bon, on va terminer juste... Bon là, on va essayer de trouver des objectifs. Alors là, je sais plus exactement. Est-ce que quelqu'un connaît les objectifs AB égale CD? Moi, du coup, j'ai l'harmonique pattern qui me le dit. J'ai un indicateur qui me le dit, je vous le montre cet après-midi. Mais là, le problème, c'est que je connais plus par cœur. Il y a tellement de choses à retenir que les indicateurs sont là pour ça, justement. Alors, de mémoire, je crois que c'est retour au niveau B. Donc, je crois que c'est retour au niveau de support. Donc, dans toute logique, on devrait retourner et chercher le niveau de support ici. Voilà, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Je sais pas. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Je veux pas dire de bêtises. Donc bref, là théoriquement, si on casse cette ligne-là, l'objectif sera donc de retour sur le support récent, et à partir de là, je sais pas ce qui peut se passer, soit on casse, voilà. Mais je vais attendre. Voilà, la lecture par anticipation que je peux faire, elle se limite à ça. À partir de là, le marché a tellement de possibilités de poursuite que je peux pas vous dire derrière on va faire ça, 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 on va faire ça, ça, ça. Je sais pas. Voilà, il peut se passer énormément de choses et anticiper sur ce qui va se passer sur le prochain mouvement, c'est déjà beaucoup. Et au final, on vous demande pas grand chose. Sur l'UT que vous tradez là par exemple sur du 5 minutes, c'est pas mal en ce moment, c'est ce que je trade, entre ça et le 15 minutes, en dessous je trouve ça pas propre en ce moment sur le DAX. Donc voilà, là par exemple sur une UT 5 minutes, il y a effectivement un trade à jouer baissier avec une éventualité, mais il fallait le choper ici. Voilà, là il fallait jouer le trade baissier pour chercher la cassure et viser ce niveau, en sachant qu'il y a une probabilité d'excès ici, c'est-à-dire que vu que excès est arrivé ici, c'est 90% de retournement avec un retracement qui vous ramènera probablement ici. Moi cette vente là je la clôture pas même si je me fais dépasser, je vais garder cette vente là et je renforcerai du coup sur le niveau ici. Je ferai vente et ensuite je viserai du coup j'aurai un PRU entre les deux et je viserai toujours le même objectif. Voilà, AB égale CD égale 1,27 oui mais 1,27 de quoi? Oui, 50% du ABCD, donc voilà, si c'est AB égale CD et retracement 50%, ça nous ramène théoriquement sur le niveau B. Voilà. Bon, je sais que c'est à peu près par là, et de toute façon ça semble cohérent, en tout cas voilà, et là si on casse, on va au moins chercher ici on va peut-être ralentir, casser, enfin, voilà. Bref, après je vous dis pas de trader ça. Sylvain, c'est le genre de truc qui prendrait ça, non? Toi, oui, mais toi tu le prendrais à la cassure, t'attendrais la cassure, non? Même pas. Ah, t'as vendu là? Ah, le petit, il s'est caché. Oui, non, en plus c'est vrai qu'on a cassure d'un petit biseau timide. Oui, oui. Oui, oui, effectivement. Oh, oui, carrément. Bah là, de toute façon, vu ce qu'on vient d'enfoncer ce matin, le CAC est bien suracheté aussi. Là, ce serait bien de mettre un troisième graphique, comme je vous disais, avoir au moins une vue sur les US en même temps. Ouais, je préfère lui... Ouais, parce que c'est lui qui a morflé le plus, donc c'est lui qui retracera le plus. Et du coup, c'est lui qui m'intéresse le plus. Hop. Hop, voilà. Voilà. On laisse le DAX en plus grand, c'est lui qui nous intéresse. Et on partage l'écran pour les deux autres. Voilà. Donc du coup, ouais, voilà. Donc ce matin déjà le Dow en a profité pour retracer. Ouais, je vous avais dit ce matin, l'objectif minimum c'était à peu près par là. Mettre un 15 pour y voir quelque chose un peu plus quand même. Voilà, ouais, voilà. Le Dow peut retracer au minimum ici, il va probablement même aller chercher là. Ça veut dire qu'effectivement on a encore un peu de place nous côté... Voilà, en tout cas les US ne nous empêcheront pas là à court terme d'aller plus loin, parce que c'est surtout ça en fait qui va être intéressant, c'est que quand vous tradez, les US ils vont vous dire, enfin les US comme le CAC, ils vont vous dire là par contre, même si le DAX n'a pas forcément atteint son objectif, les autres indices eux les ont atteints, donc à partir de là peut-être qu'il va falloir envisager au moins de réduire votre exposition, de prendre une partie de vos gains ou la totalité selon les conditions, mais il va en tout cas falloir tenir compte du fait que les autres indices ont déjà atteint des objectifs, même si ce n'est pas encore le cas sur celui que vous tradez. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a de la place sur le CAC, il y a de la place sur le SP, le DAX a donc effectivement la place de faire sa vague d'excès. Il n'a toujours pas cassé,
Donc là, pour moi, c'est toujours probable qu'il y ait un nouveau rejet, un double bottom là de court terme, et qu'on aille faire ce petit excès là. Je ne serais pas surpris du tout. Et Sylvain, s'il a vendu ici, il est quand même à bon prix, en tout cas un prix pas dégueu. Il peut garder techniquement cette vente et faire un renfort ici. Voilà, c'est un risque à prendre, parce qu'effectivement, s'il y a dépassement, il faudra sortir, mais il y a tellement peu de probabilité de dépassement que ça vaudrait le coup de conserver cette vente-là et juste de rajouter une vente ici. Ça augmente pas le risque à mon sens, et par contre, ça augmente votre probabilité de réussite. Si vous réussissez pas sur ce coup-là, vous réussirez sur celui-là, et puis voilà. Et c'est dommage de prendre une perte là pour revendre ici. Voilà. Enfin, vous voyez, si vous mettez un stop là et que pour revendre ici, c'est pas très logique, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Je vous laisse poser quelques questions si vous voulez. Et puis après, un PRU, c'est le prix de revient unitaire. C'est-à-dire, si vous avez pris une vente ici, on prend l'exemple de Sylvain, vous avez une vente sur ce niveau-là. D'accord ? Vous remettez une vente ici. Vous avez donc 2 ventes. Si vous avez 10 contrats ici, 10 contrats là, vous avez donc une exposition à 20 contrats et un prix de revient unitaire à la moitié entre les deux. Voilà. Si vous avez 1, 2, 3, votre prix de revient sera celui du milieu, si vous êtes à égale distance entre les deux. Voilà. En fait, c'est votre prix moyen, c'est votre prix de vente moyen. Voilà, pour faire... voilà, en fait, c'est une aberration de Twitter. Voilà, on utilise des raccourcis pour gagner des caractères sur Twitter. Voilà. Mais voilà, le PRU, c'est votre prix de revient moyen, c'est le prix moyen sur lequel vous êtes exposé au marché. Bon voilà, on va arrêter là, je pense qu'on va faire une petite pause, on va garder un peu de salive pour cet après-midi. Sylvain, je pense qu'il a encore 2-3 petites choses à vous dire, donc on va le laisser parler. Allez, bonne fin de journée, à tout à l'heure. Alors, merci à tous d'avoir assisté à cette première partie de la journée d'interview des membres du forum DailyFix. On se retrouve donc tout à l'heure à 13h pour le 13h des Day Traders, mais également à 13h15 pour le débat des membres du forum DailyFix. Ça sera tout à l'heure, donc dans même pas 2 heures. Je vous invite donc à la plus grande prudence sur les marchés. Nous nous retrouvons dans moins de 2 heures pour un point de marché habituel, donc juste pour faire suite au rendez-vous des scalpers de ce matin, donc faire un point de marché à 13h, et également donc le débat des membres du forum DailyFix de 13h à globalement 15-16h, les 3 intervenants parleront. Merci à tous d'avoir assisté à ce live, et à tout à l'heure dans le 13h des Day Traders.